Salut à tous, bonsoir les citoyens. Très heureux de vous retrouver ce soir pour un nouvel apérocratie. Donc l'émission que j'ai l'habitude de présenter comme étant l'émission politique la plus cool et la plus conviviale. Et je pense que ce soir, on va avoir l'occasion de savoir si c'est vrai. Parce qu'on reçoit un grand spécialiste, journaliste politique, Jean-Michel Apathy. Bonsoir Cyril. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis ravi d'être là. Eh ben nous aussi. Et pour partager donc ce moment convivial, quelqu'un que vous commencez à connaître si vous suivez la chaîne, Philippe Moreau-Chevrolet, qui anime sur Purpose sa propre émission Presque Ensemble. Tous les 15 jours, le mercredi soir. Alors, apérocratie, donc la ligne éditoriale, c'est celle d'un apéro, il n'y en a pas. Donc on est là pour discuter, faire connaissance, donc autour d'une bouteille et d'une planche mixte. C'est sympa. Alors j'ai choisi une bouteille ce soir un peu rigolote, j'ai trouvé, un Cornas Colombe et Fille. Colombe et Fille, ouais. Et ce qui m'a interpellé, c'est Fille, parce que dans le vin qui a un monde très masculin, c'est surtout l'arrière de la bouteille, où on nous explique que c'est l'assemblage heureux d'un père fougueux, d'une fille gourmande et d'une mère téméraire. D'accord, c'est sympa. On a envie d'en boire. Hein. On va tester ça. Et pour te présenter, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de lire la bio Twitter de mon invité. Alors la tienne, elle est pas mal du tout. Alors j'en suis pas très content. J'en ai changé assez récemment et je me dis tiens, il faut que j'en rechange. Mais allons-y. Mais il va falloir l'expliquer. Allons-y. Alors le wokisme, point d'interrogation, un existentialisme qui essentialise les buveurs de Beaujolais, les turfistes, les filles aux cheveux longs, les garçons aux idées courtes, soit woke. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est une manière de me moquer de ces gens qui parlent avec on essentialise. C'est une manière de me moquer d'eux et de me moquer aussi de cette étiquette que l'on attribue aujourd'hui très facilement dans le débat public, le wokisme. Alors être woke, c'est presque pour un intellectuel. Lors de sa campagne présidentielle, il a demandé explicitement qu'on oublie l'intellectuel qu'il avait été parce qu'il n'assumait pas ce genre de position. Il faut avoir conscience quand même de cela. On a fait du chemin en France. Et il y a, en tout cas dans le discours officiel et dans les réflexions intellectuelles, il y a cet acquis-là que l'égalité entre hommes et femmes est une nécessité dans nos sociétés. Au Conseil des ministres, je crois qu'ils ont pris une mesure aujourd'hui en direction des conseils d'administration, je crois, des grandes entreprises pour obliger à avoir... ils ont pris la mesure, c'est... Je ne sais pas s'ils ont pris la mesure. Non, je pense pas que... Ils vont le soumettre à l'Assemblée ? Oui, Olivier Grégoire l'a annoncé. C'est une vieille idée qui consiste à dire qu'il faut un pourcentage de femmes dans les conseils d'administration, 40%. En fait, la plupart des boîtes le font déjà. S'il n'y a pas de volontarisme, ça ne marche pas. Je vous invite, messieurs, à trinquer. Oui, j'ai déjà bu tout seul. En Suisse, si les Suisses nous écoutent, qu'ils m'excusent. Un bon résumé, un résumé possible de ta vie, comme de la mienne d'ailleurs. Tu sais cette expression d'Audiard qui dit dans ma vie, j'ai été ancien combattant, j'ai été bistrotier et militant socialiste. Oui. Alors, tous les deux, on a été et bistrotier et militant socialiste. On n'a pas été ancien combattant, toi, je ne sais pas. Non, je suis trop jeune quand même. J'ai l'air comme ça, mais... moi non plus. Donc, mais on a été tous les deux militants socialistes et bistrotiers. Ouais. Moi, j'étais juste garçon. Enfin, j'étais... comment on pourrait garçon dire, café, on dirait barista aujourd'hui pour dire... voilà, c'est pour faire chic, mais... ouais, c'est ça. Enfin, je tenais le bar, quoi. Et toi, tes parents t'ont élevé dans un café. Mes parents avaient café. Oui, c'est ça, au Pays Basque, village, 500 habitants. Et donc, mes parents étaient gérants, ils n'en étaient pas les propriétaires. Ils étaient gérants du commerce qui était au milieu du village. Et donc, c'était un commerce, c'est les années 70. Hein. On vendait les patates, du charbon, il y avait un bar, il y avait une épicerie. On faisait de la distribution de vin, comment ? Il y avait de la vie, ce qu'il n'y a plus dans le village. Il y avait de la vie. C'était le lieu où tout le village passait. Donc, j'aurais pu faire une carrière politique à partir de là. J'aurais pu être conseiller général. Et donc, après, j'ai fait aussi une saison de garçon de café à Lourdes. À Lourdes ? Oui. Ah ouais. J'étais garçon de... Alors, ça picole à Lourdes ou pas du tout ça... Ah oui, ça picolait beaucoup, oui, bien sûr. Ça picolait partout, mais, enfin, moi, je travaillais beaucoup. Hein. Mais Lourdes, bon... Oui. Ah non, Lourdes, en plus, j'étais dans le haut de la ville, parce que le bas de la ville est occupé par le commerce. La grotte est en bas, les pèlerins sont en bas, et le haut de la ville est occupé par les habitants, ceux qui font... donc, c'était une situation de bistrot ordinaire où ça buvait pas mal. Oui.
Donc on peut vivre normalement à Lourdes, en fait. On peut vivre, il y a une vie à Lourdes. Il y a Oui. une vie à Lourdes. Il y a une petite réaction, question intéressante dans le chat. Oui, on a fait du chemin en France. On est passé de Gaulle à Macron, de Simone Veil à Marlène Schiappa, Yaka Diallo, d'un État bien géré avec des excédents budgétaires à un État endetté, à la déroute qui descend tous les classements des grandes puissances mondiales et qui fait rire le monde entier. Je crois que tu as pris des positions aussi assez dures. Je crois que tu as dit que la campagne, c'était la plus minable qu'on avait vue et que les candidats eux-mêmes l'étaient. Je crois que c'était le terme minable. Hein. Je trouve qu'il y a beaucoup de médiocrité, oui, Ouais. dans la campagne. Dans la campagne. Après, par exemple, si on parle de Gaulle et de Macron, on parle de quelqu'un, enfin, on parle d'une période où la France était un pays fermé, plus ou moins, et aujourd'hui, nous sommes dans un pays où les marchandises, les hommes veulent circuler, où le commerce est beaucoup plus libre qu'il n'a été. Donc, les dirigeants, on ne peut pas comparer les dirigeants. Les situations historiques sont tellement différentes. De Gaulle était un être, à mon avis, exceptionnel. Autant je pense que Louis XIV était une brêle et Napoléon un dictateur absolu, je ne comprends pas comment on a cette vénération de Napoléon, autant De Gaulle est le seul personnage dans l'histoire qui me paraît échapper à toute critique parce qu'il y a un fond de générosité chez De Gaulle, extrêmement important. Mais ce sont des hommes d'une époque, et l'époque a tellement changé qu'on ne peut pas retrouver des dirigeants qui ont la stature que des dirigeants ont eue dans un pays comme le nôtre. Et on ne peut pas comparer, je trouve que c'est un peu blessant. On est passé de Simone Veil, alors là c'est la philosophe, hein, c'est pas l'orthographe, ça n'est pas Simone Veil, l'interruption volontaire de grossesse. Donc je ne sais pas trop pourquoi la comparer à Marlène Schiappa et Rokhaya Diallo, mais Marlène Schiappa est une femme qui a beaucoup de talent. Et Rokhaya Diallo est une femme d'une grande intelligence aussi, qui, dans son secteur, a fait bouger beaucoup de choses. Donc c'est pas mal, il ne faut pas non plus tout jeter, tout stigmatiser. Mais la campagne est médiocre, je trouve, parce que les campagnes politiques ne nous permettent pas de prendre conscience des difficultés qui sont les nôtres, des problèmes qui sont les nôtres. Nous n'avons aucun consensus. Donc du coup, ça fait des débats qui n'ont pas une qualité extraordinaire. Et le journalisme politique, lui, il a évolué dans le bon sens? Parce que tu dis le débat politique c'est vous. Oui, moi je regarde. Ah, c'est nous, ça je ne sais pas. Ouais, moi, les médias, les journalistes politiques. Le débat politique, ce sont les acteurs quand même. D'abord, hein. Ouais. Les acteurs sont plus importants que les observateurs. Ça, je pense. Mélenchon a plus fait pour modeler le paysage politique en 3 semaines que les journalistes. Donc les acteurs sont quand même. Encore en disant qu'il voulait être Premier ministre. Ben oui, et puis en fédérant la gauche surtout. En fédérant la gauche, oui. C'est surtout ça, c'est très fort ça. Ouais. C'est très fort, on en reparlera peut-être, mais ça réactive la gauche. Mélenchon a fait quelque chose. Alors, le programme lui-même mériterait d'être décortiqué. Ce pourquoi les gens se sont réunis, c'est discutable. Mais le fait de les avoir réunis, c'est assez fort. Et ça a changé le paysage. Mais le journalisme, moi je peux pas. Moi j'aime le journalisme et j'aime les journalistes. Donc je dirais que le journalisme a évolué dans le bon sens. Mais est-ce que je suis le mieux placé pour le dire? Est-ce que je suis placé au bon endroit pour regarder tout ça? Mais j'ai connu au début de ma carrière des gens qui étaient engagés dans des partis politiques, c'est un peu disparu tout ça. Et donc les journalistes sont davantage à leur place qu'ils ne l'étaient Indépendant peut-être avant. qu'avant, tu veux dire. Plus indépendants, oui. Plus professionnels. Plus professionnel. Oui, donc plus, laissant de la place aux acteurs. Ça va même assez loin, parce qu'en fait, quand quelqu'un dit qu'il soutient un candidat, c'était le cas d'Alain Duhamel, avec qui tu as eu une émission, un duel pendant un certain temps. Il a eu le malheur de dire qu'il était pour Bayrou, il a été dégagé manu militari de la campagne. RTL a géré ça intelligemment, c'est-à-dire qu'il était à France 2, où là, il a été un peu mis de côté, et RTL ne l'a plus mis le matin, mais l'a mis le soir. Ouais. Duhamel est un grand journaliste. Ah oui, moi j'ai découvert la politique avec Duhamel. Et puis il a une analyse, c'est quand même un très très grand journaliste, je trouve. Ouais. Beaucoup le critiquent, mais bon, pas beaucoup. Non, mais il a fait les frais du truc à la française, ce qui fait qu'on n'est pas tolérant. Et il a dit un jour à Sciences Po que sa voix irait plutôt pour François Bayrou, c'était en 2007. Ouais. Et donc il était difficile de continuer à lui confier un commentaire dans une grande matinale, celle de RTL en l'occurrence, alors qu'il avait fait état d'une préférence. Mais après, il est revenu très vite. C'est normal parce que moi, ça me paraît normal qu'on l'ait dégagé de la campagne parce qu'il a pris une position pendant la campagne. S'il avait dès le départ annoncé ses sympathies, je pense qu'il aurait été moins mis en avant. Il y aurait moins eu de problème. Après, ça ne me dérange pas qu'on soit un journaliste engagé, mais pourvu de le dire, il faut être transparent. Sinon, le contrat de lecture n'est pas clair, je trouve. Ouais. Moi, je dis assez fréquemment que je suis de gauche, je le revendique, et mes commentaires sont à prendre comme ça, et quand c'est pas compréhensible, je le dis, tu vois.
et sur Twitter aussi. Mais après, je trouve que quand c'est pas clair, quand tu commences à être ambigu sur tes croyances, c'est un peu embêtant d'être dans le journalisme politique, quoi. C'est intéressant, là, les échanges dans le chat. Malherbe 50 nous dit « Et quand Ruquier dit voter Mélenchon, RTL ne dit rien ». Et Hugo qui lui répond « Laurent n'est pas journaliste politique ». Surtout que, surtout que personne ne croit Ruquier. C'est surtout ça le problème. Si Ruquier était très premier degré, s'il tenait un discours d'extrême gauche en permanence à l'antenne et qu'il se mettait à dire « je suis pro-Mélenchon », il dégagerait, je pense. Hugo nous dit aussi qu'effectivement, il y a eu Douste Blazy a été poignardé à Lourdes. Mais c'était c'est un plus tard. déséquilibré en 97. C'est 97, oui. Ouais. Moi, j'ai été garçon de café en 1981. Bien avant. C'est très ancien. Beaucoup, sans doute, de ceux qui sont là avec nous sur Twitter n'étaient pas nés en 1981. Il faut se souvenir de Douste Blazy qui était un ministre de la Santé. Oui, voilà. bien sûr, bien sûr. Que pensez-vous des arrivées de Hanouna, Morandini et d'autres à la présentation d'émissions politiques? T'as pensé quoi de l'émission d'Hanouna, toi? Je ne sais pas si tu l'as regardé d'ailleurs. Oui, j'ai regardé. J'ai écrit un livre en septembre 2021 qui était une tentative par une enquête d'un bilan du quinquennat, raconter des épisodes du quinquennat. Les amateurs, le livre s'appelle Les amateurs, c'était chez Flammarion, pour être complet. Et j'avais 3 chapitres sur Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, accusé de viol, de quoi on parle. Cyril Hanouna m'a invité et l'émission que j'ai faite une demi-heure chez Cyril Hanouna était vraiment bien, où j'ai pu expliquer ce que je voulais dire. Et ça n'a pas été le cas dans toutes les émissions où j'ai été invité. Dans certaines de ces émissions, les animateurs ou les journalistes ne voulaient pas parler de Nicolas Hulot. Donc du coup... L'avantage avec Cyril Hanouna, parce que moi je suis en plateau avec lui, c'est qu'il a une parole complètement libre. À la limite, plus loin tu vas dans tes analyses, plus ça l'intéresse. Après, son émission était une mise en scène, l'émission pendant la présidentielle, à mon avis discutable. Qu'est-ce qui t'a gêné alors? 2 choses. D'abord, le ton qu'il pouvait avoir lui, trop empathique avec certains invités. Cyril Hanouna a du talent, enfin il a quelque chose, mais quand on intervient dans une campagne électorale présidentielle, il faut trouver la bonne place et le ton. Trop empathique avec certains invités, trop. Et quand il met face au candidat 10 invités, il y en a 4 ou 5 qui sont des amis, des copains. Ça n'apporte rien au débat. Et donc, moi, j'aurais construit son émission autrement. Mais après, tout le monde a la légitimité pour faire des émissions politiques. La politique, ça appartient à tout le monde. Hein. C'est pas les journalistes politiques qui ont un syndicat. Et il faut demander la permission pour animer une émission politique. Ça, c'est bête, ça. Donc, voilà. Ton émission politique idéale à toi serait quoi, si tu en avais une? Moi, j'ai le souvenir de l'heure de vérité qui était une cathédrale, où les gens venaient c'était une musique des Beatles, les gens entraient, tout ça était très solennel. Ce sont les années 80. Ça, c'est formidable d'arriver à donner cette dimension-là à la politique. Et la mise en scène était habile, était réfléchie. Voilà, on pourrait le refaire aujourd'hui, hein, mais... Et qu'il arrivait sur une musique extrêmement forte, l'invité. Oui. Il signait un livre d'or à la fin. À la fin. On dramatisait beaucoup les questions. Il était interviewé par 3 journalistes qui se relayaient, donc il y avait un peu de rythme dans l'émission. Et il y avait un meneur de jeu, François-Henri de Virieux, qui intervenait d'une manière intelligente, mais qui menait toute l'émission. C'était du bon travail et ça permettait à un invité, une fois par mois, mis en scène de manière assez significative, assez solennelle, encore une fois, ça lui permettait de faire passer des messages, d'avoir une certaine crédibilité, c'était bien. Voilà, c'est ça qu'il faut. Il ne faut pas trop trivialiser la politique. Il faut essayer de lui donner un peu de hauteur. Et ça tient à la fois à la mise en scène, à la production et aux questions, bien sûr. L'émission de Tadei, tu te souviens? Oui, alors Tadei, oui, bien sûr. Oui. Ce soir ou jamais, oui. Frédéric Tadei est un intervieweur, il a un ton, il a quelque chose, Moi, j'ai toujours bien aimé ce garçon, oui, bien sûr. Une interview, c'est poser des questions. On ne renouvelle pas le genre, hein, mais on y amène juste sa personnalité, ses préoccupations, sa patte, et chacun amène quelque chose. Frédéric Tadei, ce qu'il a amené sans doute, c'est intéressant, c'est une absence de tabou. Voilà. Moi, je ne saurais pas faire ce qu'il a fait. Voilà. Donc Richard nous dit que ce n'était pas la musique des Beatles, c'était une musique de McCartney. McCartney, d'accord. Ok. Et 7 sur 7 et était une émission pourquoi il dit phare. Pourquoi il dit Parce qu'on n'a pas le droit de se tromper. Mais alors toi, si on peut rentrer dans les coulisses d'une interview, tu as été intervieweur politique, tu as même exigé ça.
au départ de ta carrière, France Inter voulait te garder comme chef du service politique. Tu as dit non, moi ça ne m'intéresse pas s'il n'y a pas l'interview politique. D'abord, est-ce que ça donne un statut supérieur aux autres quand tu fais des interviews politiques en tant que journaliste? Et deux, comment ça se prépare? Parce que dès qu'on l'écoute, on a le sentiment que tu prends parti, alors que l'intervieweur, il ne prend pas parti en réalité. Mais de l'autre côté, on a toujours le sentiment que la question, elle est trop gentille. Moi, j'aurais plutôt posé ça comme question qui était beaucoup plus difficile. Pourquoi il est allé là-dessus, etc. Comment on fait, quoi? Quand j'ai commencé à faire du journalisme politique, je n'ai jamais voulu faire du journalisme. J'ai toujours voulu faire du journalisme politique. Je me suis projeté comme un éditorialiste. Et ce que je voulais à France Inter, c'était être éditorialiste de France Inter. Mais des jeux curieux et habituels faisaient que c'était difficile. Et à ce moment-là, RTL m'a dit « Est-ce que tu vas faire l'interview ?» Je n'ai pas du tout demandé. Je ne me suis jamais projeté comme un intervieweur. Mais j'ai accepté. J'ai accepté parce que le 7h50 d'RTL, c'était un gros truc, c'était excitant. Je pense que ça ne se refuse pas. Ouais. Exactement. Et donc, tu préparais alors? C'est la nuit déjà, hein? Faut se mettre dans la condition. Oui, alors il faut... Une interview comme un édito, en fait, ça se prépare en 5 secondes. Il faut savoir où tu as envie d'aller. Bien sûr, il y a des jours où tu as des invités qui sont... Quand tu as Nicolas Dupont-Aignan, là, tu ne sais pas où aller, donc ça, c'est dommage. Bonsoir Nicolas, si tu nous regardes. Voilà. Mais sinon, il faut tout de suite comprendre pourquoi la personne est là. Et donc, tout de suite, tu vois les 2-3 axes d'interview. L'interview d'RTL, c'était 7 minutes. C'est-à-dire que tu sais pourquoi la personne vient sur ton plateau aussi. Ouais, c'est ça. Une bonne interview, c'est ça. Tu sais pourquoi elle est là. Tu sais qu'il y a 2-3 questions, et le but du jeu, 2-3 questions fortes. Après, t'habilles avec l'actualité, mais il y a 2-3 axes. Il faut aller vite. Hein. Et le but du jeu, là où c'est jouissif, c'est que tu sais que l'autre sait, et il faut que tu trouves quelque chose de légitime qu'il ne sait pas. C'est-à-dire une question, un truc qu'il n'a pas vu, quoi. Voilà, et pam, 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 voilà. Tu cherches le coin... Ouais, tu cherches, il faut que ça soit spontané. L'angle mort. Oui, l'angle mort, mais un truc légitime, un truc... il faut que ça soit dans ta tête, une question à laquelle il n'a pas pensé, une question... Par exemple, en 2007, pour vous donner un exemple, parce que j'ai oublié, j'ai fait 12 ans ça à RTL. Hein. Ouais, personne n'a tenu 12 ans à RTL. Ça veut dire combien d'interviews par an? Ça veut dire ça doit faire 220 interviews par an à peu près. Pendant 12 ans. Pendant 12 ans, donc ça fait quand même, oui, ça fait 2500 interviews, en gros. Ah c'est pas mal, hein, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah, Hugo nous dit qu'il y a Bouvard qui a tenu aussi longtemps. Oui, mais Bouvard, il ne faisait pas les mêmes interviews. On te demande ton salaire. Bouvard, oui, mon salaire. Sur oui, ta fiche Wikipédia, tu non, ça c'était la référence à Dupont-Aignan. Oui, je sais. Ah, donnez votre salaire. Ah oui, t'as raison. Mais ça revient souvent. C'est depuis. Mais c'est ça, c'est d'une grossièreté ce qu'a fait Dupont-Aignan. C'est minable parce que donner votre salaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir d'un certain niveau de salaire, il considère que le journaliste n'a plus droit à la parole. Ça voulait dire quoi dans sa tête? C'est une critique récurrente des Gilets jaunes. Tu avais été poursuivi dans la rue. C'est 2012. Hein. Ouais, on te disait que tu étais un millionnaire et d'autres bêtises du même genre, ce qui est complet. Je peux témoigner que c'est faux. Mais c'était les Gilets jaunes. Dupont-Aignan, c'était bien avant. Hein. Ah oui, c'était avant les Gilets jaunes. Ah oui, bien avant, bien avant. C'est la médiocrité de Dupont-Aignan, elle est permanente. Les Gilets jaunes, c'est un mouvement ponctuel qui a un peu disparu là, mais Dupont-Aignan, sa médiocrité est permanente. Et alors donc, tu disais que tu avais une interview dont tu te souviens. Sarkozy 2007. C'est juste pour te... Sarkozy, moi je suis la campagne 2007 bien sûr, donc il y a des questions qui s'imposent dans la campagne, alors on essaie tout ça. Et la dernière question à Sarkozy parlait tout le temps de Jaurès. Pendant sa campagne, il triangulait, comme on dit. Hein. Puisqu'il était très à droite, il parlait beaucoup de la gauche pour essayer de... Donc il citait tout le temps Jaurès. Et donc la dernière question à Nicolas Sarkozy, c'est vous avez été maire de Neuilly de... Il l'a été de 1983, je crois, mais il rectifiera, on ne sait jamais c'est pas ça. Ah, 1995, genre. Hein. Et puis, c'est pas la peine de faire derrière, parce que je m'en fous. C'est à peu près ça. Et je lui dis, il n'y a pas une rue Jean Jaurès à Neuilly? Alors, comment ça se fait? Comment ça se fait que vous le citez tout le temps comme quelqu'un d'extraordinaire, et il n'y a même pas une rue Jean Jaurès dans votre ville? Et là, c'est... un petit naufrage, hein, ça ne lui a pas coûté cher, mais un petit naufrage de Nicolas Sarkozy. Ouais. Et quand il sort du studio, il dit c'est quoi cette question idiote? Ben, c'est pas une question idiote, c'est une question quoi, voilà. Il n'y a pas de question idiote, c'est une question. C'est ça qui est rigolo dans les interviews. Ouais. Mais aujourd'hui, je suis très saoul. Quoi? C'est un objectif de les coincer un peu dans le coin du ring Pas de les coincer, mais quand il y a un truc, oui, c'est un objectif de... C'est un objectif, là, l'objectif c'était, vous dites Jaurès, mais en fait, c'est sincère ou c'est artificiel? C'est ça? C'est pas les coincer, c'est juste noter une contradiction. Et c'est là que tu l'avais préparé ou elle c'est là, elle était préparée. C'était le début du en même temps de la triangulation. C'est là où on a commencé à inventer ça quand Sarkozy s'est mis
à citer Jaurès. Sarkozy était malin. Je suis réputé être très à droite, donc je vais faire une campagne présidentielle où je vais être très à droite, mais je vais, un peu comme quand on fait un plat, je vais mettre un peu de poivre, un peu de piment, je vais aller chercher un peu partout, quoi, voilà. C'était malin. C'est marrant, c'est là, ouais. Malherbe 50. Malherbe. La caricature de vous, de Canteloup, vous en pensez quoi? Bon, je trouve que Canteloup m'imite, bien sûr, et puis aussi Gérard. Et quand je les écoute, je trouve qu'ils font ça très mal. Mais en même temps, je préfère être imité que pas imité. On va en profiter C'est pas mal d'être imité. On va en profiter pour dire que c'est un vrai accent que tu as. C'est pas. Ah oui, c'est un vrai Je accent. peux témoigner que tu l'as tout le temps. Tu sors pas du studio et pour reparler. Non, Avec un accent faubourg. J'ai quitté le sud-ouest pour venir habiter à Paris, j'avais 29 ans. Donc il est là, quoi, voilà. Et en fait, comme quand je suis arrivé à Paris, je ne pensais faire que de la presse écrite, je savais à peine que la radio et la télé existaient, je n'ai jamais pensé à mon accent. Enfin voilà, après, il est là, hein, je vais pas en changer. On a Hugo dans le chat qui travaille ici, Oui. qui anime beaucoup d'émissions et qui fait plein d'imitations lui aussi. Ah Et d'accord. qui a passé l'après-midi, je le dis, à t'imiter. Ah, et c'était réussi? Ouais, il n'est pas mauvais. Hein. Il n'est pas mauvais, notamment quand il fait Hollande, il est très très bon. Il en fait plein. Hollande s'est marié ce week-end. Tu as été invité au mariage? Non, je n'étais pas invité au mariage de François Hollande et Julie Gaillet. Il paraît qu'il n'y avait que 10 invités. Donc... Ben, je n'y étais pas, non. Je vois pas pourquoi j'y aurais été. C'est marrant quand même, lui qui était hostile au mariage, c'est marrant. Oui, complètement. La victoire, le triomphe de l'amour. Bravo. Ah, le triomphe de Julie Gaillet aussi. Parce que... Mais je pense qu'il s'est marié parce que il voulait vraiment lui dire je t'aime, enfin j'imagine, sinon il l'aurait pas fait, non? Des interviews de François Hollande, t'en as fait beaucoup? Oui. Macron aussi? Non. Macron, j'en ai fait, de mémoire, j'en ai fait une. Une. Parce qu'il était au ministère de l'économie quand j'étais à RTL. Et on avait eu du mal à le caler, il est venu une fois. Et puis après, j'ai fait 2 ans à France Info, on a essayé, on n'a jamais réussi à le faire. La toute première, Ah, je m'en souviens très bien. tu t'en souviens? Ah oui, bien sûr. C'est autour du 20 août 2003. Ouais. On est en pleine canicule, il y a beaucoup de... Voilà, on sort de la canicule, mais il y a eu beaucoup de morts. Et donc, première interview, c'est lourd. Hein. Toute la semaine qui précède, j'ai dû inviter 50 personnes, rien n'a marché. Et puis... T'es où à ce moment-là? RTL. RTL? Ah ouais, je n'avais jamais fait d'interview avant. D'accord. Et donc, c'est une gériatre qui est venue au micro, qui s'appelle Françoise Forette. Une spécialiste, mais pour une antenne comme RTL, 7h50, une spécialiste comme elle, c'est un peu sous-dimensionné, mais là j'ai commencé avec elle. Hein, voilà. Et la deuxième interview, c'était Marc Blondel de Force Ouvrière. Et le premier politique que tu as fait? Le premier politique que j'ai fait, je me souviens bien de François Bayrou, là, dans les tout débuts d'RTL. Voilà, Rossi, je ne me souviens plus de son prénom, qui a été longtemps président du conseil régional ou général en Corse. Voilà, après je vais un peu oublier comme ça. Enfin, le début, c'est un peu marquant après. Ce qui est intéressant, et aussi pour nous, hein, d'entendre que tu dis que tu as passé une cinquantaine d'appels, tu as fait une cinquantaine d'invitations, et tu prenais que des refus. Oui. Alors C'est pour incroyable. diverses raisons, ça, parce que les gens étaient pris ailleurs, parce qu'ils n'avaient pas envie de parler, parce que oui, ça c'est... Voilà. Mais moi, j'ai 12 ans à RTL, j'ai toujours voulu inviter moi-même les gens. Parce que quand tu as un refus, tu comprends pourquoi quelqu'un refuse, quelqu'un de bon niveau, et donc tu le guettes, tu comprends à quel moment il peut prendre la parole, et tu stockes une mémoire comme ça. Mais je me suis épuisé à ça. C'était nécessaire. Tu as pris de contact toi-même? Ouais, moi-même, tout. Et après, j'ai fait 2 ans à France Info, quelqu'un le faisait pour moi et c'est beaucoup plus reposant, mais tu perds un peu de substance. Tu comprends moins les invités que tu as. Oui, tu comprends moins, en fait, quand quelqu'un refuse, tu le guettes après. Mais quand c'est pas toi qui le fais, tu le guettes moins bien, quoi. Voilà. Faut le trouver au bon moment, le mec. Alors, Hugo qui veut savoir quel est le meilleur compliment à faire à un bon journaliste. Le meilleur compliment à faire à un bon journaliste, dire qu'il est bon, voilà. Ouais, voilà. Pas compliqué. On va chercher midi à 14h. Non, après il y a des compliments, oui, qui touchent. Quand les gens qui disent vous écrivez bien ou j'ai pris du plaisir à lire votre livre, ça fait plaisir. Pour moi, le journalisme, c'est quand même l'écriture. Ouais. Albert Londres, puis d'autres, quoi. Hein. Ouais, le journalisme, c'est quand même l'écriture. Ouais. Et à l'inverse, quelles sont les critiques qui te touchent? Est-ce qu'il y en a encore ou...
Non. Que ça te passe au-dessus ou est-ce qu'il y a... Bon, les critiques, il y en a tout le temps des critiques, Oui, ça. heureusement. Quand tu fais quelque chose et que tu as exposé, de toute façon, tu... Heureusement, oui. Et puis, c'est une matière subjective, tout ça. Donc, il y a des gens qui pensent, c'est ce que disait Philippe, les questions ne sont pas bonnes, elles sont complaisantes, elles sont... Enfin, voilà. Après, qu'est-ce qui touche je ne sais pas, oui, il y a sans doute des choses qui me touchent, mais là, je suis de bonne humeur, alors ça ne me revient pas tout de suite, quoi. Difficile de se souvenir de tout sur plus de 2500 interviews. Oui, non, mais même aujourd'hui, il y a des critiques. Il suffit d'aller sur Twitter, quel con c'est apathie. Enfin, voilà, bon, Oui, ça, c'est pas une critique, ça. Non, si, je pense que ceux qui l'écrivent le vivent comme une critique, oui. Oui. Ah, Oui, tu oui. regardes tes tweets, tu regardes les... Ça dépend. Là, sur Twitter, j'ai pas beaucoup fait des tweets, c'est 3, 4, 5 jours, là. Je sais pas, ça dépend des fois. Je regarde les commentaires qu'il peuvent y avoir, je les regarde, oui, pour... Après, voilà. Il y en a même certains à qui je peux répondre, parce que je trouve... voilà. Et ta relation avec le palmier? Qu'est-ce que le palmier? Parce que ta photo sur Twitter, c'est pas toi, c'est un palmier. Et là aussi, il faut quand même le C'est un faire, souvenir de vacances. tout simplement. Voilà. Ça, bon. Ça m'a amusé. Quand je le vois, Tiens, de ne pas mettre son visage. Ah, c'est mon visage, oui. Oui. Non, Oui, oui. non c'est un lieu de vacances qui appartient à la famille. Voilà, quand je le vois, maintenant je le regarde même plus. Mais voilà. Comment tu gères le milieu parisien? Parce qu'on a toujours l'impression qu'il y a au fond de toi, il y a une espèce de colère aussi contre le milieu parisien. Non. Non. Pourquoi non contre le milieu parisien, non. Contre un certain conformisme, un certain confort tout court d'ailleurs. Et on sent que tu as souvent envie de rentrer un petit peu dans l'art de tes confrères, de leur dire voilà, vous devriez être plus courageux. Je me trouve plus courageux, non, c'est pas ça. Je me trouve souvent, mais ça c'est sans doute de l'orgueil, je me trouve souvent dans un sentiment de ne pas développer une analyse qui est une analyse dominante. À propos de diverses questions. Je défends la Ve République, je suis hostile à la proportionnelle, la dette, c'est mon truc. Sur les questions de violence faite aux femmes, je trouve qu'il y a des chemins à faire. Mais c'est en même temps une forme d'orgueil de penser qu'on est un peu le seul à penser ce qu'on pense. Et donc voilà, et puis je l'exprime peut-être de manière un peu vive, j'aimerais être plus calme souvent, mais je ne sais pas faire ça. On te demande si tu aimerais devenir patron d'une chaîne info. Non, pas du tout. Moi, je ne veux pas être patron. On n'aura pas Apathy, patron de LCI Ah non, ou BFM. Moi, mon rêve, mon objectif même, c'est d'écrire un livre qui se vende à 3 millions d'exemplaires. D'accord. C'est ça mon objectif. Aujourd'hui, je pense beaucoup à l'écriture et au livre. Pourquoi? C'est quoi le ressort pourquoi c'est un rêve? C'est quoi Parce que j'adorerais écrire un livre qui marque l'opinion publique. D'accord. Un livre qui fasse comprendre des choses que, de mon point de vue, nous avons du mal à comprendre. J'adorerais ça, oui. Et passer par l'écrit, parce que c'est assez fort l'écrit. Je travaille là-dessus, j'y arriverai probablement jamais, mais j'ai plein d'idées de livres, mais des mauvaises idées. On te dit qu'il faut insulter les musulmans français pour faire ça, Jean-Michel. Oui, mais non, ça, j'ai pas envie de faire ça, non. Un livre politique ou un roman? De la fiction, non? J'aimerais écrire un livre qui relève de la psychanalyse d'une culture collective. C'est un peu ça. Essayer de comprendre les Français? Oui, c'est quoi la culture française? Quelles en sont les racines et quelles en sont les manifestations? Alors, je cherche ça, mais je crois que j'y arriverai jamais. Hein. Mais c'est quoi ton analyse de la culture française alors? On disait tout à l'heure, tu as voulu brûler Versailles, il y a quelqu'un qui t'a reproché ça via Euskat. Tu avais dit à l'époque, il faut raser Versailles, mais tu l'entendais, je pense, pas littéralement. Ah non, voilà. non. Tu disais juste, il faudrait qu'on arrête, et c'est aussi mon point de vue, donc je suis assez à l'aise avec ça, il faudrait qu'on arrête les fastes de la République, et qu'en gros, on mette les dignitaires de l'État dans un préfabriqué, ça leur permettrait de retomber un peu sur terre. Voilà. Je pense ça aussi. Donc et ça a été, ce qui a été retenu, c'est un fou qui veut raser Versailles. Et cette partie de la culture française, elle existe quand même. On aime Versailles aussi, quelque part. Versailles, c'est le symbole de la volonté politique. C'est le triomphe de la volonté en politique. Je crois que c'est... D'abord, à l'époque, Versailles était un mensonge. Et je crois qu'aujourd'hui, plus encore qu'à d'autres époques, c'est quelque chose qui nous amène à ne pas regarder le réel. Nous pensons que notre volonté à nous, Français, est plus forte que toutes les contraintes du monde actuel. Jean-Luc Mélenchon, de manière très significative, dit « un autre monde est possible ». Ça n'est pas ça, la politique.
La politique, ça n'est pas dessiner un autre monde. La politique, c'est régler les problèmes d'aujourd'hui et essayer de comprendre ce que seront les problèmes de demain. Mais ça n'est pas, par la volonté politique, changer le monde. Voilà. C'est une idée très française. Et c'est une idée, c'est là que la psychanalyse d'une culture serait à prendre en compte, c'est une idée qui ancre chez nous le culte du chef, Louis XIV, Napoléon, De Gaulle, qui entre le culte du chef et qui ne nous permet pas de relever les défis d'aujourd'hui. J'ai cette contradiction que je suis un défenseur farouche de la Ve République qui met en scène le chef. Voilà, donc il faudrait écrire calmement autour de tout ça. Et tu es pour le retour à la République parlementaire? Pas du tout, au contraire, je suis un défenseur de la Ve. Je suis hostile à l'idée que la politique puisse tout et soit toute puissante, et la Ve République met en scène précisément un chef tout puissant. Donc j'ai cette contradiction à gérer. Et comment tu l'as... Je réfléchis. C'est la contradiction de tous les Français, on est d'accord? Ouais. Oui. Alors j'ai trouvé un truc, je vous dis ça va tomber comme un cheveu sur la soupe, mais j'ai compris d'où venait l'absolutisme. Enfin, l'une des premières manifestations écrites et théorisées de l'absolutisme royal est évoquée dans les États généraux de 1614, par le tiers-État, à l'époque ils se réunissent en ordre. Et il y a un vœu du tiers-État de manifester à propos du roi cette forme d'absolutisme qu'il se coupe de la papauté, qu'il n'entretiennent plus avec le Vatican des relations qui sont des relations de soumission, mais que la royauté française assume son indépendance totale et son caractère de monarchie de droit divin. Et c'est ce qui va intellectuellement ouvrir, c'est un vœu qui est repoussé dans les États généraux de 1614, mais c'est très français, quoi. C'est aussi une tendance qui existe dans d'autres pays européens à l'époque de se dissocier de la papauté qui nous embête. Mais c'est intéressant cette remarque-là. Ouais. On n'aime pas le même pays, toi et moi. Pourtant, ils portent le même nom. C'est toujours Virus 434. Ouais. Alors, je ne sais pas si ça s'adresse à quelqu'un du chat ou c'est quoi ça? On n'aime pas le même Jean-Michel, pays. mais cette idée de dire on n'aime pas le même pays que toi, et pourtant ils portent le même nom. Mais ça, c'est des manifestations sectaires. Il y a mille manières d'aimer la France. Il y a mille manières de définir la France. Et nous sommes tous français. Si on n'aime pas le même pays, c'est pas grave. On l'aime pas de la même façon. Oui, c'est ça. Voilà, oui, mais c'est là où je trouve la remarque intéressante, qu'elle dit qu'on l'aime chacun d'une façon différente. Mais comment on fait société tous ensemble quand on a un même amour pour un même objet qui est un pays, mais avec des motivations et des analyses différentes? On a le sentiment que ça s'écarte de plus en plus. Il y a une question qui dit comment est-ce qu'on arrive à lutter contre la montée des extrémistes. C'est Malherbe 50 qui dit ça. C'est une vraie question, quoi. Comment on fait? Parce qu'on a le sentiment que moi, je vais être tranché dans une position woke. En face, la personne va me dire, mais attends, le wokisme, j'ai des copains qui pensent ça. Le wokisme, c'est la fin de la démocratie, de la République, avec tes minorités, avec tes communautés. Tu vas finir comme Éric Piolle par proposer qu'on supprime le sapin de Noël et autoriser les burkinis à la piscine. On n'arrive plus vraiment à avoir un débat commun, en fait, sur ces questions-là. C'est un peu le pacte de la démocratie qu'il y ait des oppositions. Après, il faut accepter que ces oppositions s'expriment sans que ça débouche sur des actes violents. Et comment tu gères ça? Comment tu rétablis un dialogue avec des extrémistes, entre guillemets? Qui est extrémiste? C'est ce que j'allais dire. Qui est extrémiste? C'est toujours l'autre, non? Compliqué. Qu'est-ce que l'extrémisme? Demande Virus 434. Comme quoi on arrive aux mêmes questions. Qu'est-ce que l'extrémisme? Il y a des gens qui pensent qu'il faut qualifier Jean-Luc Mélenchon de leader de l'extrême gauche aujourd'hui. Oui ou non? Je sais pas. D'antisémite aussi, on a entendu ça. D'antisémite. Ah, avec la réception de Corbyn. De fossoyeur de l'économie française. Est-ce qu'il est pertinent aujourd'hui de dire que Marine Le Pen est d'extrême droite? La caractéristique de l'extrême droite dans l'histoire, c'est d'avoir toujours refusé la démocratie. Or, depuis que le Front National existe, ils ont respecté le résultat des élections. Et elle propose le référendum d'initiative citoyenne. Oui, donc voilà, il faut revisiter des schémas. Quand on a un regard sur l'histoire, on voit ce qu'est l'extrême droite, dans les années 30 par exemple en France. Mais est-ce qu'en 2022, on dirait du Rassemblement national qu'il est d'extrême droite? Question compliquée. Si on le regardait avec les lunettes des années 80, je pense pas qu'on dirait qu'il est d'extrême droite. On nous dirait que c'est un mouvement de droite du type RPR, assez musclé, mais pas forcément
extrême, parce que le discours s'est beaucoup affadi, entre guillemets, et tant mieux, du côté de Marine Le Pen. La République a intégré le Rassemblement national. C'est ça. Même dans leur discours, après on peut questionner quelquefois la sincérité de certains C'est discours. l'assimilation du Rassemblement national à la République qui a été réussie. Oui, un peu. Quelque part. Ça, c'est pas mal. Marine Le Pen qui dit il y a une femme voilée, mais vous êtes française. Et moi, si je suis présidente, je serai la présidente de tous les Français. C'est un pas quand même ça. Alors, Hypatie d'Alexandrie nous dit la politique peut changer les choses. La preuve, Macron nous pourrit la vie depuis 5 ans. C'est pas un piège, mais qu'est-ce que tu penses du style Macron? Alors, tu l'as interviewé qu'une fois, tu nous as dit, mais qu'est-ce que tu en penses politiquement? Ça te plaît, ça te plaît pas? Ces années un peu bizarres où on perd un peu nos appartenances politiques, on remet à zéro les choses, d'une certaine façon. Alors d'abord, Emmanuel Macron est le produit d'un accident historique. François Fillon aurait dû être, du moins il avait de grandes chances d'être élu en 2017. C'est un peu comme Hollande avec François Hollande, PSK, quoi. oui, exactement. Mais c'est pas comparable, je pense. Parce que François Hollande et Dominique Strauss-Kahn sont dans la même famille politique. Ils ont des parcours similaires. Ça n'est pas une aventure individuelle. Et le jour où Dominique Strauss-Kahn disparaît à cause de l'affaire de New York, François Hollande récupère dans les intentions de vote exactement les intentions qu'avait Dominique Strauss-Kahn. Donc, il y a une continuité. À l'inverse, Emmanuel Macron représente une rupture. C'est une aventure solitaire, individualiste. C'est un talent singulier, Emmanuel Macron. Et il comprend qu'il y a un espace que François Hollande est plutôt un échec, et donc il se lance. Mais il se lance pour témoigner. Il ne se lance pas du tout pour être élu. Et puis il est élu. Et il est élu à la fois sans avoir réfléchi au pouvoir, à l'exercice du pouvoir, d'où beaucoup de maladresse, la position jupitérienne, beaucoup de maladresse, et puis sans avoir réfléchi à un projet, à la solution des problèmes. Et en plus, il est confronté à des choses très singulières que sont les gilets jaunes et la crise du Covid. Et tu es convaincu qu'il y va sans penser qu'il va gagner? Ah oui. Ah, j'en suis convaincu. Oui. J'en suis convaincu. Dans le livre que j'ai cité, je suis désolé de me reciter, Les amateurs, oui, je consacre même un passage assez long à des gens qui étaient avec lui dans cette aventure en 2016 et qui ont eu des discussions avec lui. Son projet était plutôt de reconstruire après la social-démocratie à l'automne 2016. Et puis en janvier 2017, fin janvier 2017, François Fillon commence à avoir des problèmes et le chemin s'ouvre pour Emmanuel Macron. L'amour qu'il a de lui-même fait qu'il envisage sans stress particulier l'hypothèse de gagner. Parce que y a des gens dans l'histoire dans l'histoire de France, qui étaient proches de conquérir le pouvoir, mais qui n'ont pas eu la solidité mentale d'aller jusqu'au bout pour le conquérir. Emmanuel Macron avait cette solidité mentale. Emmanuel Macron est taillé pour diriger l'État, mais il n'a pas beaucoup réfléchi à ce qu'est diriger une démocratie. Pas beaucoup. Du coup, il y a beaucoup d'erreurs, il y a une détestation qui est spectaculaire, qui est fondée sur des attitudes, sur une image qu'il renvoie. Et il y a un projet politique qui n'est pas pensé, ça godille beaucoup. Et pour toi, du coup, l'amateurisme, c'est une vertu, c'est positif, c'est un défaut? Le fait d'avoir justement fait rentrer dans la vie politique autant de gens qui n'avaient pas de parcours politique, puisqu'on se souvient bien qu'il y avait même un appel sur son site internet de l'époque, et j'ai eu l'occasion de re-questionner à l'inverse trois députés En Marche là-dessus, sur le fait que cette fois, c'était fini. C'est-à-dire que là, on avait déjà des gens en place, et qu'il n'y avait plus de place pour des nouveaux, puisqu'il fallait maintenir les gens en place. Mais à l'époque, pour toi, se faire rentrer des néophytes, des amateurs. Dans l'idéal, dans une démocratie, faire rentrer dans le domaine public des gens qui ont une expertise dans le privé est une bonne chose. Dans l'idéal. Ouais. Et puis, une fois que les gens ont servi un certain nombre d'années, qui repartent dans le privé, qu'il y ait une irrigation comme ça de l'un à l'autre. Dans la pratique, c'est un peu différent. Certains d'entre nous, une minorité, ont de manière innée un talent pour faire de la politique, pour parler aux gens, pour une force mentale pour s'occuper des problèmes de la collectivité. Et c'est une minorité de gens. Et quand même, ça donne un équilibre à l'action. Quand on a cette sensibilité-là. Je sais ce qu'est l'amateurisme en politique. Je ne pense pas que le professionnalisme soit une bonne chose. Parce que faire toute sa vie dans la politique, c'est bien aussi de faire d'autres choses. Mais la politique, c'est une sensibilité. Et tout le monde ne l'a pas.
Je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Macron l'ait. Emmanuel Macron a une sensibilité pour diriger, mais pour faire de la politique, pour écouter la diversité d'une société, pour la comprendre spontanément, pour savoir comment lui parler, j'ai des doutes. Quand, c'est aussi dans le livre que j'ai cité, parce que je n'arrête pas de citer cet excellent livre, mais quand la crise du Covid survient et que les Français ont la possibilité de comparer les expressions publiques d'Édouard Philippe et d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire pendant tout le printemps 2020, on voit là les cotes de sympathie, c'est assez frappant, d'Emmanuel Macron baisser et celles d'Édouard Philippe monter. La manière dont tous les deux s'expriment sur la même réalité, ils disent souvent les mêmes choses, mais la manière dont ils s'expriment fait que les Français reçoivent l'un de manière sympathique et l'autre de manière moins sympathique. C'est une expérience tout à fait étonnante. Mais pour autant, il arrive à être réélu et à modeler le champ politique un peu à sa façon. Alors lui dit qu'il n'y est pour rien dans la chute de la droite ou de la gauche. Il a expliqué ça en off. Là, ça a été repris par le Canard enchaîné, mais il a quand même contribué. Il a un certain sens de la tactique politique. Il n'est pas dénué d'instinct à ce niveau-là. La chute de la droite, elle est liée à François Fillon. Oui. La chute de la gauche, elle est liée à l'histoire du Parti socialiste. Il a été là au bon moment, quoi, en gros. C'est ça. Sans l'affaire Fillon, tu vois gagner Macron? Je pense que Fillon était au moins au deuxième tour. Oui. Alors, on a une question très intéressante pour toi, parce que c'est l'endroit où il faut répondre à ce type de questions. Allons-y. Zemmour a-t-il été parachuté comme candidat, pendant qu'on te remet ton micro, par Vincent Bolloré? Alors, moi, j'ai écrit une BD sur Hanouna et Bolloré, donc j'ai prêté à Bolloré des ambitions politiques, mais limitées, ce que je crois. Je pense qu'il aime bien mettre le désordre, mais pas nécessairement plus. Je crois qu'il y a quelque chose de la jouissance chez Bolloré. Il y a de la jouissance chez Bolloré. Il a 70 ans, Ouais. il a de l'argent, sans doute a-t-il épuisé beaucoup des plaisirs que procure l'argent. C'est comme le barbecue chez d'autres personnes, quoi. C'est ça que tu nous dis. Un peu ça, oui. Alors après, il a rencontré Zemmour. CNews a été mis au service de Zemmour, au service de ses idées. Donc il y a bien quelque chose qui relève de la volonté du patron. Mais c'est, à mon avis, plus pour mettre le désordre que pour penser que Zemmour était porteur d'un projet politique que lui-même, Vincent Bolloré, souhaitait voir au pouvoir. Toi, tu connais bien Zemmour. Qu'est-ce qui lui a pris d'aller en politique? Question que tous ceux qui connaissaient Eric Zemmour. Moi, j'ai déjeuné avec lui, je passais du moment avec lui. Je ne partage pas du tout ses idées, mais je n'ai pas passé de mauvais moments. En revanche, je n'ai pas compris pourquoi il allait en politique. Qu'est-ce qui fait qu'on a... Toi, tu n'as jamais eu envie de ça, tu nous l'as dit. Ah non, moi, j'ai jamais eu envie de ça. Pour vendre un bouquin à 3 millions d'exemplaires? Pour vendre un bouquin à 3 millions. Moi, Éric Zemmour, je l'ai connu au début des années 90. Je n'ai jamais trouvé que son comportement était celui d'un journaliste, mais celui d'un idéologue. Tout de suite. Hein. Dans les déjeuners de presse, j'ai pu raconter ça déjà, dans les déjeuners de presse, les hommes politiques, Mélenchon par exemple, mais d'autres, aimaient Zemmour et le préféraient à nous, parce que nous, dans les déjeuners de presse ou dans les conférences de presse, on posait des questions sur les affaires du Parti socialiste, sur les bisbilles de pouvoir de la droite, etc. Et Zemmour leur parlait de la France. Il avait une idée de la France, Zemmour. Il n'était pas journaliste, Zemmour. Zemmour n'a jamais été journaliste. Jamais, jamais, jamais. Il voit le monde de manière fausse, à mon avis, avec une grille de lecture qui n'est pas du tout celle du journalisme. Donc c'est assez naturel qu'il finisse comme candidat. Il en a toujours eu envie, au fond. Il a toujours pensé, puis il est d'une stupidité totale, qu'il était la réincarnation de Napoléon. Mais il le dit d'ailleurs. Pour être candidat dans le Var, puisqu'il a hésité, il dit Napoléon, il était à la tête de ses troupes. Enfin, bon, ça, il faudrait dégonfler un peu le melon. J'avais une question à propos de ça. J'ai interviewé Magali Berda. Je ne sais pas si tu connais Magali Berda. Non. C'est une star de la télé-réalité, ce qu'on appelle la papesse de Alors la je vois qui c'est, je l'ai vu, elle était dans la campagne, j'ai vu des trucs de Zemmour, je l'ai vu... Elle a fait 24 heures avec un candidat, elle m'a dit un truc qui m'a interpellé, je me suis dit que je t'en parlerais. Oui. Elle m'a dit, moi, vous savez, la différence entre une journaliste politique ou un journaliste politique et moi, c'est que quand je vais voir un candidat, moi, Magali Berda, je lui pose des questions que je me pose vraiment. C'est que je lui demande vraiment à Marine Le Pen, est-ce que vous êtes raciste? Aussi bêtement ou connement, j'ai envie de dire que ça. Et c'est assumé, c'est une vraie démarche. Et elle dit, et quand j'avais des journalistes politiques qui m'écrivaient des textos pendant que j'interviewais, par exemple, Anne Hidalgo, c'était pour me dire, est-ce que Ségolène Royal vous soutient? Et Magali Berda m'a dit, mais cette question-là, est-ce que Ségolène Royal vous soutient, Madame Hidalgo? Tout le monde s'en fout, sauf les journalistes politiques. Est-ce que je ne devrais pas plus lui poser la question qu'elle lui a posée d'ailleurs? Qu'est-ce que vous faites en politique? Qu'est-ce que vous faites à la présidentielle? Alors que vous n'avez aucune chance d'être élu, et on le sait quand même.
Alors, vois Magali Berda a raison, d'une certaine manière. C'est la question que je voulais te poser. Elle a raison de penser que est-ce que Ségolène Royal vous soutient, c'est une question qui n'intéresse personne. On va y revenir, on va mettre ça de côté. Mais Magali Berda, quand elle demande à Marine Le Pen, et donc visiblement elle en tire une certaine satisfaction, Magali Berda, est-ce que vous êtes raciste? Marine Le Pen, elle n'a aucun problème pour balader Magali Berda dans sa réponse. Parce qu'un journaliste, il peut poser une question comme ça, simple, mais après il faut être capable rapidement d'expertiser la réponse et de pouvoir opposer à celui qui fait la réponse des éléments qui montreront que peut-être il est raciste. Il faut aller au combat après. Est-ce que Magali Berda est outillée pour aller au combat? Alors le problème, c'est que les gens n'ont pas envie que tu ailles au combat forcément. Ils veulent que tu fasses une interview. Tu vois ce que je veux dire? Moi, si je demande à Marine Le Pen, est-ce que vous êtes raciste? Et si elle me dit, mais non, je ne suis pas raciste parce que ma femme de ménage est noire, je vais lui dire derrière peut-être quelque chose, quoi, tu vois. Je ne vais peut-être pas me contenter de ça. C'est ça, il faut un certain métier pour faire ça. Et puis, tu dis, des gens ne veulent pas que tu ailles au combat. Certains non, d'autres oui. Non, mais il y en a qui trouvent les interviews agressives, parce que Cyril Hanouna fait un moment, ça, tu sais, ce que tu décrivais tout à l'heure est très juste, c'est-à-dire 5 minutes pour dire je suis gentil avec Zemmour et 5 minutes pour lui taper dessus. Et au fond, il a fait ça pour essayer d'avoir les deux communautés avec lui, c'est-à-dire à la fois les haters et puis ceux qui adorent. Et il y a des limites à ce genre d'exercice. Et il veut donner une impression d'objectivité comme ça, quoi. Ouais, mais c'est trop, ça marche pas comme ça l'objectivité. Ça marche pas comme ça l'objectivité. Il y a aussi l'inverse de ceux qui trouvent les journalistes trop complaisants à l'égard des invités Absolument, politiques mais il y a et qui vont pas justement. Mais ils trouvent pas Magali Berda complaisante, c'est ça qui est dingue. Oui, mais peut-être que c'est pas le même public. Celui qui va regarder la matinale de LCI et celui qui va regarder Berda sur YouTube, comme ceux qui nous regardent ce soir, c'est peut-être pas les mêmes en fait. Et justement, s'ils sont sur des supports aussi différents, ils vont là où ils trouvent probablement le type d'interview, si je peux le dire comme ça, qui correspond à leur attente. Si on réintroduit Ségolène Royal et Anne Hidalgo. Qu'on avait mis de côté tout à l'heure. Oui, on l'a mis de côté, on la remet sur la table. Anne Hidalgo dit non, elle ne me soutient pas, puis je la déteste, et puis j'ai rien à faire avec elle, et puis qu'elle s'en aille. Et bien, tu as la matière d'un beau papier. Tu as la matière d'un papier qui décrit quelque chose qui est une réalité de la politique. C'est-à-dire que la politique, c'est s'occuper de l'affaire des gens. Mais encore faut-il être en situation de pouvoir le faire. Il faut avoir le pouvoir. Et la politique, c'est une longue lutte pour obtenir le pouvoir avant de l'exercer. Et donc ça passe par des relations humaines, des tensions. Et le journalisme doit aussi savoir restituer tout cela. Alors, il ne faut pas entrer dans trop de trucs. Non, mais tu peux partir d'une question comme ça pour avoir une analyse intelligente de fond. Bien sûr, ça peut aider, bien sûr. Ouais. Donc, on ne peut pas schématiser comme le fait Magali Berda. Mais j'ai vu Magali Berda dans la campagne de Zemmour, et notamment prise en charge, je l'ai vue, à un moment elle est dans la voiture notamment des deux personnes qui s'occupaient de la communication Samuel Lafont pour la communication numérique. Voilà. Ouais. Et tu vois bien qu'elle est avec eux un peu en pilotage automatique. Il lui bourre un peu le mot, quoi, quand même. Voilà. Donc toutes les images sont intéressantes. Et pour avoir une totalité de la vision de la campagne de Zemmour, il faut aligner toutes les sources, celles de journalistes professionnels, puis celles de gens qui ne le sont pas, mais qui révèlent aussi quelque chose de la vie politique. Mais les opposer les unes aux autres n'a pas de sens, toutes sont légitimes, je pense qu'aucune n'est supérieure, mais une démarche relève quand même d'une préoccupation professionnelle. Et celle-là a quand même des chances d'être plus forte, plus juste au total, que celle qui relève de la démarche ponctuelle. Je m'intéresse à la politique parce qu'il y a une campagne présidentielle. Puis ensuite, je ne m'y intéresserai pas du tout. Et j'y reviendrai quand la campagne présidentielle sera de retour. Bon, peut-être qu'il manque un peu de suivi quand même pour être plus solide que ceux qui font ça tout le temps. C'est parfait. Exactement. Ça. Moi, j'allais rebondir là-dessus. Pour mon cas personnel, moi, ce qui me manque, c'est que dans l'interview politique ou dans l'approche plutôt youtubeur, c'est que finalement, ce qu'il y a jamais, c'est le débat sur le fond. C'est le débat sur le fond de rentrer dans les politiques publiques. On a un texte de loi et on va parler des retraites, on va parler de n'importe quel projet de loi, celui qui arrive là sur le pouvoir d'achat, et on ne parle pas du fond du projet de loi. On va toujours attraper les 2-3 trucs qui clivent et on ne va entendre parler que de ça sans jamais finalement aller au fond du truc. Et ça m'a sauté aux yeux quand j'ai commencé à faire cette émission, à avoir des invités politiques. Je me suis rendu compte qu'ils démarraient systématiquement
leur prise de parole, tu vois, comme j'ouvre de façon très libre, dans la critique de l'autre ou dans la défense. Et une fois, c'était Laurent Berger qui était là, et je lui fais la remarque, je lui dis, tiens, c'est marrant, je lui dis, tu as démarré et tu es parti directement sur la critique de ce qui ne marche pas. Pourquoi tu ne parles pas de ce que vous faites et ce qui marche? Et là, il a marqué un temps de recul et il me dit, mais tu sais, en fait, moi j'enchaîne les plateaux avec les médias, et là je sors d'un média dans lequel la première question qu'on m'a posée, et la seule qu'on m'a posée pendant toute l'interview, c'est ce que je pensais de la déclaration de Martinez, qui pensait pas la même chose que moi. Et il me dit, finalement, on n'a jamais le temps de prendre le temps de parler du fond des sujets. Et moi, je ne vois pas finalement d'espace où on informe les gens sur le fond des choses. Alors peut-être que je ne connais pas toutes les émissions, tout ce qui se fait, mais ça me manque. Oui, ça te manque. Enfin, si tu dis que ça te manque, je ne peux pas dire non, tu te trompes. Si ça te manque, ça te manque. Mais en fait, moi, je ne restituerai pas les choses comme ça. Il y a une part de travail journalistique qui est une part un peu superficielle, puisque c'est ce que tu veux évoquer. Quand, par exemple, on parle de la réforme des retraites aujourd'hui, on dira retraite à 64 ans ou pas retraite à 64 ans. C'est ça. Ce qui est assez superficiel. Complètement. Mais c'est aussi, après, c'est une incitation pour chaque citoyen, s'il a envie de creuser ce sujet-là, d'aller rechercher des publications plus spécialisées, peut-être d'aller regarder le rapport du corps, ce que font des journalistes. Et quand un journaliste pose la question sur les 64 ans, même s'il n'en fait pas état, il a en tête une profondeur sur le sujet qui lui permet de dialoguer avec Laurent Berger. Tout ça reste en superficie apparemment, mais il y a du travail. Et le travail, il n'est pas partagé et restitué. Parce que tu ne peux pas, dans une interview de 7 minutes sur RTL, tu ne vas pas restituer la note du corps. Alors tu peux l'attraper sur un détail, mais en fait, tu es quand même obligé d'aller un peu vite. Parce que les gens, le rythme même qu'attendent les gens qui t'écoutent ne te permet pas de faire ça. Pas tellement toi le problème, c'est pas le journaliste le problème, c'est aussi les gens qui sont dans leur vie. Et quelqu'un qui a envie d'approfondir le sujet, il a la documentation pour le faire. On ne peut pas faire le travail à la place des citoyens. Mais alors, vas-y. C'est pour ça qu'on est là alors. C'est pour ça qu'on est là. Purpose qu'on essaye de faire. Quand tu as on va prendre peut-être un exemple. Qui lit les rapports du corps? On parle beaucoup de retraite. Non, mais il y a les gens. Je pense que la plupart des gens ne savent même pas ce qu'est le corps en fait. Moi, je pense Conseil d'orientation des retraites. Ouais, c'est ce qui est supposé présider à ce qu'on va faire sur la question des retraites en France. Ils font des projections financières. J'avais l'exemple du GIEC, je n'ai pas le sentiment que quand on interviewe un ministre sur la question du GIEC, on va vraiment approfondir, tu sais, au sens de le mettre vraiment dans la difficulté, parce que les arguments du GIEC sont quand même assez accablants et je trouve qu'on passe un peu à côté. Sur la Covid, moi j'ai perdu des gens, c'est pour ça que je me suis impliqué. J'ai perdu un voisin qui est mort en 2 semaines, sa femme est partie après, j'ai perdu des membres de ma famille. Dans ces questions-là, du coup, quand tu approfondis, quand tu es quelque part intéressé au premier degré, c'est le cas de beaucoup de gens, tu as une frustration. Tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas essayer de comprendre au lieu d'inviter Didier Raoult? Parce que je comprends quand on invite Didier Raoult, il fait de l'audience. Mais ce qu'il dit d'un point de vue médical est une vraie connerie. Et la seule une vraie bêtise. La seule personne qui faisait le job un peu, c'était Margot Frouville sur BFM, qui du haut de ses 22 ans, 23 ans, je ne sais pas quel âge elle a, était capable de vraiment le mettre en difficulté. D'ailleurs, il a demandé à plus être interviewé par elle au bout d'un moment. Et tu comprends cette frustration qu'on a en plus, on était devant notre télé, quoi. Tu vois, on n'avait pas d'autre choix que de regarder la télé. En plus. Il y a eu 37 millions de personnes qui ont regardé Macron à cette époque-là. Il faut quand même être salement motivé pour regarder Macron à 37 millions un soir, tu vois. Et le truc, on avait le sentiment de ne pas être accompagné, quoi. Tu comprends ce sentiment-là? Comment tu réponds à ça? C'est injuste, hein, on est d'accord. Non, c'est pas ça. C'est que tu le dis toi-même, par expérience personnelle, tu as développé une sensibilité importante à ce sujet. Tu as lu beaucoup, peut-être. Hein? Oui, oui, c'est vrai, oui, bien sûr. Et tu n'as pas trouvé, dans les questions qui ont été posées, quelque chose qui te permette de penser que les gens qui posaient les questions possédaient le sujet aussi bien que toi. C'est ça. Mais alors, on est des millions à avoir des spécialités, j'allais dire à la con, mais des spécialités... C'est ce qu'on appelle l'expertise d'usage. Un journaliste, voilà, exactement. C'est un point moyen, un journaliste. Il parle à beaucoup de gens, un journaliste.
Donc, Peut-être qu'il faut faire plus de pédagogie sur la profession de journaliste. Alors. moi, j'ai beaucoup parlé, par exemple, dans ma vie professionnelle, de la dette. Mais je me suis souvent heurté au sentiment, je vais même vous donner un autre sujet, tiens. Je me suis souvent heurté au sentiment que... Tout le monde s'en fout. Bah oui. Et que Jusqu'à ce que finalement ce que je disais n'avait pas... Oui. Moi, j'ai mené un combat ces dernières années que je trouve extrêmement juste. Je suis frustré. Il y a des écoles en France qui portent le nom d'assassins de guerre. Oui. D'assassins de guerre Ouais. repérés comme tels par des historiens. Il y a en France aujourd'hui, à Paris, pas en France, mais à Paris, des parents qui amènent leurs enfants dans une école, l'école La Mauricière. La Mauricière, tous les historiens de la présence française en Algérie le décrivent comme un être froid et méthodique qui a planifié la mort de millions d'Algériens. Ce type ne mérite pas d'avoir une école à son nom dans la République. Ben, c'est un débat dont tout le monde se fout. En 1986. En Belgique, ils ont commencé à faire ce travail sur le Congo belge. Oui, en Et- Belgique, ils l'ont fait sur le Congo belge. Et Léopold, le roi Léopold, qui était effectivement... En quelqu'un France, qui on l'a intéresse- pas fait. En France, on l'a pas fait, oui. En France, on ne l'a pas fait parce qu'il y a un fantasme de l'Algérie française. À l'époque de l'Algérie française, l'Algérie allait mieux qu'aujourd'hui. Et ce fantasme-là, tout n'est pas faux. Mais ce fantasme-là fait que nous ne voulons pas regarder la réalité de ce que nous avons fait. En 1986, à Brest, Brest est une ville militaire, prise en main par les militaires. Des parents ont fait une pétition. Je veux dire, c'est pas une lubie à moi. Des parents ont fait une pétition pour que le nom de l'école de leurs enfants change. C'était l'école Bugeaud. Parce que Bugeaud a été, avec la Mauricière, le grand criminel au nom de la France en Algérie. La C'était un pétition, général, Bugeaud. ouais, un maréchal même. Maréchal Bugeaud. La pétition n'a abouti en rien. Mais cette année, en 2022, le conseil municipal de Brest a débaptisé l'école Bugeaud et lui a donné le nom d'une résistante. Donc, moi, j'ai une préoccupation, une sensibilité à un sujet que je n'arrive pas à faire partager au plus grand nombre. Et je ne peux pas en parler tous les jours en tant que journaliste, parce que mon patron va me dire, tu nous casses les couilles, Coco, ça va, change de disque, on a compris, Bugeaud, la Mauricière, on a compris, change de disque. C'est ça la Ouais. difficulté. En fait, je ne sais pas quel est ton métier, Cyril, mais puisque ton, Alors, métier on va est en parler. puisque ton métier est la communication, dans le journalisme, il y a aussi une part de communication. On ne peut dire que des choses qui peuvent être entendues. Oui, bien Et il y a sûr. des choses qu'on pense et qu'on a envie de dire qu'on ne dit pas parce que l'attention de ceux qui écoutent ou lisent n'est pas là. Alors, Cyril, on peut parler de ce que tu fais? C'est ce que... Ah, mon métier, c'est de démocratiser la démocratie. C'est un beau métier. C'est un beau métier. Donc, en fait, tu es donc Purpose, c'est une initiative créée par Cap Collectif, dont on voit le nom là-bas, qui est Oui. ce qu'on appelle une civic tech. D'accord. Donc, on développe des outils de participation. Parce que j'ai la conviction depuis longtemps que si notre pays va mal, c'est en raison de la façon dont on produit la décision politique. C'est que la décision politique, elle est faite à huis clos par une minorité d'acteurs qui ne représentent pas cette diversité, ce que tu évoquais tout à l'heure, de conviction, d'attente, de vision. Et je suis assez convaincu que tu ne vas pas être d'accord avec moi, puisque tu le disais, un adepte de la Ve République, que cette Ve République, elle est obsolète. Elle fonctionne selon des règles qui ont été pensées à une époque, 1958. Bon, bah, tu n'as même pas le fax et le Minitel à cette époque, et tu as 8% de bacheliers par tranche d'âge. Aujourd'hui, on est hyper connecté. J'ai mon téléphone, tu as le tien là, tu as le tien en main. À peu près 85% de bacheliers par tranche d'âge. On pourrait avoir une démocratie beaucoup plus rapide, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus transparente, dans laquelle la fabrique de la loi s'ouvre aux intelligences et se fait en transparence à ciel ouvert. Et on ne le fait pas parce qu'on ne veut pas, on ne veut pas le faire. Et moi, je me suis lancé dans cette action-là. Cap Collectif, c'est une start-up, c'est une boîte, mais avec un engagement militant de vouloir faire changer ce système et ce fonctionnement. Et donc, on développe des outils de participation citoyenne. Et Purpose, c'est un nouveau projet qu'on a lancé pour rendre nos outils accessibles au plus grand monde. Donc, il y a une plateforme, purpose.com, et sur laquelle on va lancer à partir de juillet une nouvelle expérience où tous les projets de loi, enfin pas tous, mais les projets de loi les plus grands publics du gouvernement, on va les mettre en consultation sur la plateforme. On organisera ici dans ce studio des auditions de parlementaires, d'experts, de partenaires sociaux, etc., qui acceptent de faire le jeu de la transparence et de dire, eux, quelles sont leurs positions sur les projets de loi et permettre aux citoyens d'y participer. Donc voilà ce qu'on essaye de faire ici. Et cette chaîne Twitch, elle nous aide à faire ça. Puis on a des émissions aussi comme celle-là qui sont
aussi pour le plaisir Tu peux- de parler de façon Peut-être tu peux évoquer décontractée. pourquoi il est difficile de faire changer les politiques à ce niveau-là. Parce que ça, c'est intéressant. C'est une question de volonté, c'est que le politique, malgré tout, au-delà de la question de l'engagement, sont aussi pris dans une spirale autour des élections, de captation et de montée dans l'échelle du pouvoir. Ils ne le savent le faire que selon un seul schéma. Et ce schéma qui consiste à changer le fonctionnement de la démocratie, ils ne savent pas l'appréhender. Et ils ont toujours cette peur que je comprends et qui n'est pas justifiée, que la participation, en fait, les délégitimerait. Je pense que c'est complètement l'inverse, en réalité. C'est que un politique, finalement, ne doit pas donner le sentiment aux gens de les écouter. Il doit réellement les écouter, à commencer par ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, pour leur dire pourquoi, à un moment donné, il va prendre une décision qui ne va pas dans le sens que voudraient certains. Mais ils n'arrivent pas à faire ce switch-là. Ils ne savent parler qu'à la clientèle qui sont d'accord avec eux. Et ils ne savent pas s'ouvrir. Donc, c'est les résistances. Alors, qui sont en train de se lever petit à petit. Là où moi, quand j'ai commencé, ça a été la première, ce qu'on appelle Civic Tech en France en 2013. Aujourd'hui, il y en a plusieurs et on en est arrivé à un stade avec un grand débat national, une convention citoyenne. On a à peu près 400 collectivités qui utilisent notre plateforme numérique pour faire des budgets participatifs, des consultations, des enquêtes. Et je crois avoir entendu le président lui-même nous parler d'un nouveau, je veux le dire comme ça, bidule. Conseil national de la refondation. Qui est construit autour de l'idée qu'on doit décloisonner, organiser le dialogue et inclure l'ensemble de la société civile. Ah, voilà, c'est ce qu'on fait ici, c'est de vouloir pousser ce mouvement et surtout l'outiller. D'une certaine façon, je pourrais dire aussi armer le débat en lui offrant des outils qui permettent la participation de la pluralité. On peut répondre beaucoup de choses à ce que tu dis, parce qu'évidemment, on voit bien l'insatisfaction que produit la politique aujourd'hui. Oui. Ça, on ne peut pas nier qu'il y a un problème. Est-ce que c'est une question institutionnelle qui nous est posée? Les États-Unis ont défini la constitution qui est la leur, je crois, en 1783. Ils vivent toujours avec. Donc, on peut, à partir de là, considérer que la question institutionnelle ne fait pas la démocratie, et les Allemands, ils vivent avec leur constitution depuis 1949. Nous avons une constitution, parce que c'est quoi une constitution qui dure depuis 1958, je n'ai pas calculé là exactement, mais je pense que le régime qui a vécu le plus longtemps, c'est la Troisième République qui vit 65 ans. Et donc, on n'a pas encore battu le record de la Troisième, mais probablement on le battra. Une constitution, elle dure parce qu'elle épouse la culture d'un pays. Alors tout ça, c'est sensible, c'est difficile à définir. Oui. Mais moi, je pense que la Cinquième République, avec un chef qui peut être contesté, et avec une rationalisation du parlementarisme, ça correspond assez bien aux besoins de la société française. La Troisième République a duré 65 ans. Personne ne sait. C'est un record du monde qu'elle a épuisé 99 présidents du Conseil. Et la Quatrième République a duré 12 ans, elle a épuisé 18 présidents du Conseil. Alors ça, comme ça, c'est des statistiques. C'est parce qu'il y a une succession de présidents du Conseil et des désordres parlementaires que l'outil militaire ne peut pas être profilé de manière performante dans les années 30. Il y a un débat militaire en France dans les années 1930. On voit que l'Allemagne réarme, on voit comment l'Allemagne réarme, et la France est incapable de prendre les bonnes décisions. Et la Quatrième République, je trouve tout ça concret et cruel et terrible. La Quatrième République n'arrive pas à régler la question algérienne, et plutôt, alors que évidemment la décolonisation c'est une évidence, plutôt que de préparer l'indépendance de l'Algérie, en 1956, parce qu'il n'y a pas de stabilité au gouvernement, parce que le régime parlementaire ne permet pas de prendre les bonnes décisions, on va décréter le rappel sous les drapeaux de jeunes gens, de jeunes Français, qui vont aller mourir pour quelque chose qui est indéfendable, qui est l'Algérie française. Et donc la Cinquième République, c'est une réponse à ces expériences que nous avons vécues, que la culture française est une culture où il y a besoin d'un chef. Et un chef pour être contesté, pour être même violemment contesté, mais elle a besoin d'un chef.
Nous ne pouvons pas, je crois, nous satisfaire d'un système parlementaire. Alors ensuite, je vois bien qu'il y a des demandes de consultation, de référendum d'initiative populaire, tu parlais de la Convention citoyenne, tu parlais... Qu'on cherche des formes de renouvellement démocratique, pourquoi pas? J'ai du mal à voir lesquelles on peut instaurer, à part la représentativité telle qu'on la connaît. Mais pourquoi pas? Cherchons. Mais c'est un autre débat que celui des institutions. On fait une erreur totale en allant de ce besoin d'une expression démocratique qui existe à la conclusion qu'il faut changer les institutions. Je crois que ça, c'est une erreur profonde. Ouais, je vais préciser, parce que je suis assez d'accord avec toi. Ce que je voulais dire, ce n'est pas tellement changer les institutions que la pratique du pouvoir au sein des institutions. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune raison de ne pas inclure l'ensemble de la société dans la fabrique de la loi et de la décision politique à tous les niveaux. On peut techniquement le faire. Regarde, quand les parlementaires reçoivent un projet de loi du gouvernement, le gouvernement lui-même, pour préparer son texte, vont faire des auditions. Ils vont faire des auditions. L'audition consiste à dire on n'est pas expert de tout, on va entendre des gens dont c'est la spécialité. Bien sûr. La contrainte de l'espace et du temps fait que si tu as une semaine pour faire des auditions, tu dois sélectionner chaque jour les 5 personnes que tu vas auditionner. Le numérique offre l'avantage de t'extraire de la contrainte de l'espace et du temps. Ça veut dire que dans ces mêmes 5 jours, tu peux avoir des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de Français, d'associations, de PME, de TPE, tout ce que tu veux, de maires locaux qui peuvent venir dire « Hey, nous aussi, j'ai une expertise d'usage ». Donc ce n'est plus une logique de sélection par la contrainte de l'espace et du temps, c'est d'accéder à la totalité des intelligences et des connaissances disponibles. Et ça, quand tu le mets sur la table, ça a 2 avantages. Celle de donner une vision bien plus représentative de la réalité à celui qui doit décider, première chose. Et deuxième chose, ça permet à chacun de comprendre que sa position, elle est partagée par certains, elle n'est pas par d'autres, et qu'il y a une grande diversité qui va nécessiter que le politique procède d'un arbitrage. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu as le sentiment que on te tient à distance de la décision politique, parce que chaque citoyen sait que c'est possible, et si on ne l'inclut pas, c'est parce qu'on ne le veut pas. Et ça crée d'autre part le soupçon que si on le tient à distance, c'est parce qu'on veut décider entre soi au service de quelques-uns. Mais fondamentalement, garder un président, un Sénat, une Assemblée, tout ça me va très bien. Ce qui ne me va pas, c'est la pratique opérationnelle de l'exercice du pouvoir. Mais ce que tu dis mérite peut-être une objection. Imaginons que, dans le chemin de la confection de la loi, beaucoup plus d'acteurs qu'aujourd'hui puissent se faire entendre. Et ils exposent leur point de vue à celui qui va décider. Absolument. Et à un moment, il faut accepter que quelqu'un décide. Bien sûr. Et est-ce que ça n'est pas ça, au fond, que l'on refuse? Je ne crois pas. L'exemple de l'aéroport Notre-Dame est éclairant. On a un projet, on écoute beaucoup de gens, peut-être on n'en écoute jamais assez. Une majorité se dégage pour faire un projet, une majorité locale, départementale, nationale. On n'arrive pas à le faire aboutir. On fait même un référendum sur le terrain. Le référendum dit oui, on le fait, finalement on ne le fait pas. Mais donc, en fait, on valorise beaucoup les oppositions aussi dans ce genre de schéma. Alors, ce n'est pas la même chose, et moi je vais te donner un contre-exemple. 2015, Axel Lemaire, à l'époque secrétaire d'État en charge du numérique, nous confie à nous la co-construction de son projet de loi sur le numérique. Oui. Donc, le projet de loi est validé, assez exceptionnel, en Conseil des ministres, mais non adopté. Validé. En gros, c'est celui qui aurait été adopté si on ne faisait pas de consultation. On charge sur notre plateforme le projet de loi avec ses 40 articles et invitation est faite à l'ensemble de la société, citoyens, mais aussi entreprises, associations, etc., de venir sur cette plateforme numérique, donner son avis, article par article, d'accord, mitigé, pas d'accord, contre-proposition, amendement, etc. Et le gouvernement, de la même façon, s'inquiète de dire, mais si on a des effets de mobilisation, de gens qui viennent, qui mobilisent pour faire ça, etc. Je leur dis, ça s'appelle la démocratie, ça s'appelle du lobbying. Vous le subissez déjà. La différence ici, c'est qu'il devient visible. Et tout le monde pourra voir qu'il y a des effets de mobilisation. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est, je leur ai dit, prenez l'engagement dans la consultation que toutes les nouvelles propositions qui obtiendront la plus grande mobilisation feront l'objet d'une réponse du gouvernement. Donc, l'idée de créer une mobilisation n'avait pas pour assurance d'intégrer ta proposition dans le projet de loi,
mais d'assurer une instruction et une réponse officielle du gouvernement. Le résultat, c'est que ça leur a tellement plu qu'ils n'ont pas répondu aux 100 premiers, comme je leur avais dit, mais aux 250 propositions les plus votées, en disant, noir sur blanc pour chacune des propositions, on prend pas, et quand on ne prend pas, voilà la raison pour laquelle on ne prend pas. Et à la fin, le texte a été bonifié de 4 articles supplémentaires et 80 améliorations dans l'ensemble du texte, directement fléchés sur la consultation. Propre, net et précis. Le gouvernement décidait, était souverain, j'ai un projet de loi, je vous le présente, vous me dites ce que vous en pensez, moi je vous réponds à la fin, ce que je pense que je ne prends pas, ensuite j'envoie au Parlement. Résultat, on a demandé aux gens qui ont participé, si ça leur avait plu, et si on leur proposait de reparticiper avec cette même méthode, est-ce qu'ils revenaient ? À ton avis, quel est le résultat ? Plutôt oui. 98% de oui, dont la moitié disent ça dépendra du sujet. Mais en tout cas, il y a que 2% qui te disent moi ça, c'est de la com, j'en veux pas, comme on entend beaucoup dans les démarches de participation. Et on a fait une preuve de concept en 2015 avec cette ministre que c'était tout à fait possible. Je te le donne en mille, depuis 2015, aucun ministre ne l'a jamais reproduit. Est-ce que c'est reproductible sur la réforme des retraites ? Oui, c'est reproduit sur absolument tous les textes. Sur absolument tous les textes. Parce que la réforme des retraites, pour parler de ça, on voit bien que quand Macron annonce, il le fait avant le premier tour de la présidentielle, retraite à 65 ans, il y a une crispation très profonde dans le pays. Et bien au-delà des clivages, c'est un refus de voir l'âge légal de départ à la retraite reculer. À tel point que dès le lendemain du premier tour, Macron amende sa proposition. Il dit bon, peut-être 64 ans et puis on reverra. Enfin bon, il voit bien qu'il y a une crispation en profondeur. Après, quand tu es au pouvoir, que tu considères que le régime de retraite par répartition est un bien commun, si tu considères que l'équilibre financier ne peut être atteint dans les années à venir que si les cotisants travaillent plus, parce qu'il y a de plus en plus de retraités et de moins en moins de cotisants, tu prends une décision un peu contre tout le monde. Et là... Comme ça a été le cas sur la peine de mort, comme ça a été le cas sur l'IVG. Ce que je veux dire, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut... Je ne pense pas que ce soit comparable. Qu'il ne faut pas non plus consulter sur tout le temps. Et qu'un politique qui a ses propres convictions, qui a un programme qui est élu sur ces choses-là, les embraye et assume complètement le fait qu'il va rester droit dans ses bottes sur ce sujet, pourquoi pas. Mais sur beaucoup d'aspects du projet de loi, j'en reviens à ce que je te disais tout à l'heure, le projet de loi, et je le connais, enfin, qui n'a jamais vu le jour d'ailleurs, mais la consultation, je la connais bien aussi, puisque c'est nous aussi qui l'avons faite. On a fait quasiment toutes les consultations du gouvernement. Le projet de loi pour la retraite ? Sur la retraite. Oh, c'était une usine à gaz. Oui, mais il n'y a même pas eu de projet de loi. La consultation retraite, il y a un projet de loi, il a été adopté au 49.3 à l'Assemblée. Oui, mais la consultation, elle, préalable, ne s'est pas faite sur le projet de loi, elle s'est faite sur des principes et des concepts. Moi, plus je parlais avec, comment il s'appelle, le type du Nord, là, moins je comprenais ce qu'il voulait faire. Delevoye. Oui. Bah, je pense qu'il ne le savait pas non plus. Ah lui, non, il ne savait pas. Alors, des questions... C'est très compliqué. Oui, on était partis un peu entre nous, on a oublié. Non, mais c'était extrêmement intéressant. Enfin, moi, j'apprends beaucoup. Malherbe 50 nous dit comment on peut faire aimer la politique aux gens qui ne votent pas. Je vais bientôt avoir 50 ans. Je suis toujours allé voter, mais donc visiblement, j'aime pas les politiques. Et Ludo nous dit, Ludo 06 700, est-ce que les gens, quand ils viennent sur ton plateau, Jean-Michel, ils veulent débattre avec les citoyens ou juste réciter leur monologue et partir ? Comment faire aimer la politique ? C'est de la question dont on parle. Hein. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le cœur du sujet. Il faut lire un livre sur la Révolution française. Pourquoi des gens ont fait la Révolution française ? Comprendre pourquoi on vote, déjà. Il faut lire une biographie de Clémenceau, qui a gagné la guerre, 14-18. Ça sert à quelque chose, la politique, quand même. Hein. Oui, bien sûr. Il faut lire l'affaire Dreyfus. Parce que l'affaire Dreyfus, c'est ça la politique. On est à la fin du 19e siècle. L'armée prépare la revanche. L'Allemagne nous a foutu une pilée en 1870. En 70, oui. L'armée prépare la revanche. Les militaires sont prêts à mourir pour la France. Et, pour des raisons complexes, naît à l'intérieur de l'état-major une cabale qui va viser un officier juif qui renseignerait les Allemands, Alfred Dreyfus, un capitaine, il n'est pas français, il n'est pas patriote, bien sûr parce qu'il est juif, et donc on le met en prison. Et là, il y a des gens qui s'élèvent et qui disent, mais attendez, c'est pas parce que vous êtes prêts à mourir pour la France, à faire le sacrifice de votre vie pour le pays,
il faut fabriquer des mensonges. C'est pas parce que vous êtes prêt à mourir que vous pouvez marchander les droits d'un individu, d'un capitaine dont personne n'a rien à faire. La France, avec ou sans Alfred Dreyfus, elle serait restée la France. Mais Alfred Dreyfus, il a des droits. Et vous ne pouvez pas mettre cet homme en prison. Et donc, ça donne une lettre remarquable de Zola dans l'Aurore, j'accuse. Mais c'est ça la politique. La politique, c'est défendre des principes, des gens, se confronter à des situations. Je le disais, Clémenceau, 14-18, lire une biographie de De Gaulle. Si lire une biographie de De Gaulle, ça ne vous amène pas à vous intéresser à la politique, c'est que vous êtes cuit pour tout, voilà. Mais que vous n'avez qu'à faire autre chose. Oui, Voilà. Mais la politique, c'est notre vie. On est foutus, hein. Les jeunes, ils n'aiment pas lire, donc s'il faut même lire, même De Gaulle ou quoi que ce soit d'autre. Je suis en colère contre Zemmour Macron. Zemmour a fait que son clip de campagne en rejouant du De Gaulle. De Gaulle. Ouais. L'homme qui dit non. Tu étais en colère contre Macron. Beaucoup de gens sont en colère contre Macron, mais on le réélit toujours, tu as remarqué. Quand Gisèle Halimi meurt, Macron dit elle va rentrer au Panthéon. Et puis il y a une agitation souterraine, mais je vais revenir aux causes de l'agitation souterraine. Il dit on va faire une cérémonie d'hommage national aux Invalides. Il n'est plus question du Panthéon, mais question des Invalides. Alors, Gisèle Halimi, pourquoi elle mériterait le Panthéon? Parce que, par son activité d'avocate, elle a criminalisé le viol, et parce qu'elle fait partie des femmes, Simone Veil en a été le point d'aboutissement, qui ont porté le débat sur l'interruption volontaire de grossesse. Elle a, Gisèle Halimi, par son action, changé considérablement la vie des femmes et des hommes de ce pays. Donc elle mérite le Panthéon. L'agitation souterraine, c'est qu'elle a défendu, mais en France on s'enorgueillit de dire que chaque personne doit trouver son avocat, elle a défendu des membres du FLN, le Front de Libération Nationale en Algérie. Donc les forces souterraines ont fait savoir que quelqu'un qui a défendu le FLN au Panthéon, jamais. Et Macron y a cédé. Mais il n'a pas fait non plus la cérémonie d'hommage aux Invalides. Il l'avait promis pour janvier 2022. Il y a eu au mois de mars 2022 une cérémonie d'hommage, pourquoi pas, aux Invalides pour Michel Bouquet, qui a beaucoup moins changé la vie des Français. Michel Bouquet est un acteur formidable, je ne critique pas du tout Michel Bouquet, mais il a beaucoup moins changé la vie des Français que Gisèle Halimi. Et Gisèle Halimi, de ce fait, parce qu'elle a eu une activité à un moment, elle est passée à côté de tous les hommages. C'est ça la politique. C'est savoir quelles sont les priorités, les symboles, les combats que l'on veut mener. C'est ça la politique. Si les gens ne s'intéressent pas à ça, ben, tant pis, moi je peux rien pour eux. Mais c'est intéressant la politique. Donc Quichotte, il dit que si pour s'intéresser à la politique, il faut s'intéresser à Clémenceau, auprès du vote jeune, ça va être compliqué. Eh bien, il a tort. D'abord, Clémenceau est très drôle. Oui, c'est vrai. Quand on lui demandait, parce qu'à l'époque, c'était le Parlement qui élisait le président de la République, et à une élection d'un président de la République, c'est dans les années 1890, on a demandé à Clémenceau pour qui il voterait. Et Clémenceau a dit pour le plus bête. On soupçonne Clémenceau d'avoir dit pour le plus con, mais la postérité a gardé le mot le plus bête. Il y a beaucoup de mots très drôles de Clémenceau, très très drôles. C'est très amusant une biographie de Clémenceau. Il aimait beaucoup les femmes, il avait une vie très particulière. Non, c'est très très drôle. Il faut lire, bien sûr. Mais il faut aller sur TikTok alors, Jean-Michel. Tiens. Parler de Clémenceau sur TikTok, il faut que tu fasses. Pourquoi pas? Pourquoi pas? De Gaulle. Tu as lancé un podcast, non? J'ai fait un podcast pour l'élection présidentielle. Oui. Qui va continuer qui a été sur toutes les plateformes. Je l'ai fait avec une maison de fabrication de podcasts qui s'appelle La Toile sur écoute. Et voilà, les pouvoirs du président. Ça t'a plu? Si tu as eu des bons retours, ça t'a intéressé? Ça m'a. Oui, c'est amusant. Oui. J'étais content de le faire. Non, on était en format super court. On n'est même pas dans les 7 minutes d'une interview, je crois. Ah non, c'est 3-4 minutes. Ouais, c'est ça. 3-4 minutes. Sur différents concepts essentiels. Mais voilà, après la politique, on a ça un peu dans le sang aussi. Ouais. Il y a des gens qui ne veulent pas s'y intéresser, ils ne s'y intéressent pas. Voilà. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui ne s'intéressent pas à la politique? Oui, il y a vraiment des gens qui ne s'intéressent pas à la politique. J'en connais qui s'intéressent pas vraiment, à l'actualité, il y a des gens qui passent à côté de beaucoup de choses. J'ai je crois que c'est le point depuis le début de la la crise aussi, se mettent complètement en retrait, en refus. Et je m'en fous de tout. Je crois que le point avait fait un truc là-dessus. Le sentiment aussi que tout en votant. Que tout va de plus en plus mal, ça désespère un peu. Il y a des gens qui se dissocient de la politique et qui ne comprennent pas, qui ne font pas. C'est pas qu'ils la comprennent pas, c'est qu'ils ne veulent pas faire l'effort de la comprendre. Et puis, il y a tous les jeux de pouvoir qui désespèrent, qui exaspèrent. Oui.
Parce que tu viens d'expliquer là, quand tu disais les forces souterraines sont intervenues, je pense que ça fait partie des choses que les gens comprennent intuitivement, qu'il y a quelque chose qui leur échappe dans la prise de décision et que c'est caché. Ouais. Toi, tu l'as, la grille de lecture. Tu sais qui c'est, tu sais comment. Ça échappera toujours, c'est la vie, ça. C'est pas des forces souterraines. C'est la vie. Oui, mais tu ne C'est peux pas c'est faire pas une un complot caché. Tu c'est peux des pas faire gens, une transparence absolue. Quand tu éclaires des endroits qui sont aujourd'hui dans l'ombre, Mhm. tu crées de l'ombre ailleurs. De toute façon. C'est la vie. Oui, c'est comme ça. C'est la vie. C'est... Oui, mais cette comme ça. opacité-là, elle n'est plus du tout tolérée par les citoyens aujourd'hui. C'est un vrai problème. Mais il y a des opacités. Elle est nécessaire, l'opacité. Tu as besoin d'une intimité. Tu as besoin de zones d'ombre. J'ai Ouais. besoin de zones d'ombre. On a tous besoin de zones d'ombre. C'est comme la C'est fin la du confidentialité, cash. ça. On nous Moi, j'ai explique que suivi- la fin du cash dans la monnaie, J'ai tout suivi devient longtemps. électronique, on perd la fluidité. J'ai suivi longtemps le Parti socialiste. Oui. Les années 90, comme journaliste, j'ai suivi. Bon. Quand je suis arrivé, à un moment, ce qu'ils appelaient le comité directeur, qui était le parlement du parti, était à huis clos. C'était un huis clos. Et donc, des décisions se prenaient là. Alors, les socialistes qui n'étaient pas bêtes, ils avaient un sens de la démocratie assez aigu, il y avait plein de tendances dans ce Parlement. Et donc, dès qu'il y avait un débat qui se passait et qu'une tendance gagnait ou perdait, tu avais le représentant d'une tendance qui venait voir les journalistes qui étaient à l'extérieur et qui leur disait « Alors machin a C'est dit pas donc, ça. donc, Oui, oui. un jour, ils ont ouvert le huis clos, parce que Ah oui. ça ne servait plus à rien. Mhm. Mais en fait, les décisions, elles se préparaient ailleurs, à des endroits où les journalistes n'avaient pas accès. C'est ça. Et c'est la vie. Mhm. C'est la vie. Tu peux pas faire de la transparence partout, c'est pas possible. Ouais, d'accord. Tout le monde a besoin de cette intimité et, Mhm. Mhm. et on ne peut pas la refuser. Alors après, parfois elle est illégitime, il faut savoir la traquer. Bien sûr. Voilà, il y a des. Mais Oui, oui. voilà, faut. Là où je distingue effectivement opacité et confidentialité, effectivement, tu as besoin de confidentialité et aussi d'intimité, comme tu disais, dans d'autres domaines. Après, à titre personnel, moi je suis heureux d'avoir trouvé dans mon patrimoine génétique, alors que je n'avais aucun exemple dans ma famille ou dans mon environnement, le goût de la politique. Parce que vraiment, je trouve que c'est passionnant, quoi. Voilà. Ça raconte un pays, ça raconte une culture, ça permet de réfléchir à des problèmes qui nous sont posés, des problèmes importants, d'autres plus futiles. Et donc voilà, moi je suis vraiment content de ça. Que la génétique m'a apporté ça parce que j'ai pas fait d'effort, quoi. Je l'avais là. Et je suis content de ça. Voilà. Ah, est-ce que tu as le jeu vidéo dans le sang? Non. Non. Et tu es prêt à tenter l'expérience? Oui, bien sûr. Tu étais déjà venu sur Twitch? Non, Twitch, c'est le premier truc que je fais. Non, C'est non. le premier J'ai- Twitch? J'ai vu des petits succès sur Twitch. Alors je me suis dit, tiens, ce serait bien de faire ça. Ouais. Mais je sais pas comment on fait en fait. Eh bien, là, on va passer sur la Switch. Là, c'est un jeu vidéo que vous voulez C'est un faire. jeu vidéo. Ouais, La oui. Twitch, la plateforme Twitch, à l'origine, c'est une plateforme de gamers. Oui. En fait, c'est C'est ça. des Ouais. jeunes qui jouent aux jeux vidéo, C'est ça. qui se filment en train de jouer et qui partagent leur partie avec. Et puis c'est devenu un avec espace démocratique, un espace c'est- de débat, de discussion. où chacun de- peut y faire ce qu'il veut. Ouais, ça, c'est- Voilà. Et donc on est là. Et voilà, on est là avec vous. Et nous, voilà, comme on est venu là dans cet espace qui est un espace de gamer, moi j'ai souhaité en y venant qu'on introduise aussi le jeu vidéo. Et j'ai choisi un jeu relativement simple, donc Mario Kart. D'accord. Et Nico va nous installer. Et tout donc ça. il y a les. T'as la manette devant toi, c'est ça. Et voilà. C'est ça. Mais alors je n'ai jamais joué à Mario Kart. donc, Oh, je te rassure, la plupart de mes invités n'ont jamais joué à Mario Kart. Mais il y en a quelques-uns qui m'ont mis une belle tollée. Ah, c'est vrai? Ouais, ouais. On apprend vite. Non, parce qu'il y en a quelques-uns qui jouent. Comme Hugo Bernalicis, Ah oui. lui joue, il a sa propre chaîne Twitch Mhm. et joue en live. Mhm. Celui qui m'avait fait rire aussi, c'est Robin Reda, qui me disait qu'il ne jouait pas. Bon, là, je vais lâcher les petites anecdotes, mais et qui m'a largement battu. Et après l'émission, sa collab qui lui dit bon, bah, c'est bon, on peut enlever la console de la permanence maintenant. il s'était en plus entraîné. C'était rigolo, c'était sympa. Alors, est-ce qu'il y a un souci technique? Non. Oh, avec Nico, il n'y a Tout se jamais. résout. Il n'y a jamais longtemps de soucis techniques. Mais on est toujours live hein, en même temps. Donc on ne peut pas dire n'importe quoi. Non, je te préviens Ils font juste. chier ces tweetos, C'est ils ça. nous emmerdent, les questions étaient débiles. Il ne faut pas dire ça. Tu pourras le dire dans ta part d'ombre chez toi, C'est ça. dans ta maison. Alors, je suis en train de tweeter, tu vois, pour Ouais. essayer de Mais faire je vois, passer j'ai tes plein messages. de trucs là. Oui, Eh ben, profitez-en, hein, allez-y. D'alerte. Tous les deux, partagez. Ouais, il n'arrête pas, Bah oui, parce que c'est bien de... Je peux pas Ah, malheureusement... vous voulez voir Jean-Michel Petit qui découvre Mario Kart. Ça, c'est Hugo.
Eh oui, je découvre. Ouais, j'ai jamais été très intéressé par Mario Kart. Ça, c'est vrai. Mais à tort, hein. Mais... Bon, ou pas, enfin, on peut pas toucher, s'intéresser à tout. Oui, c'est ça, il y a des Ah, choses. Voilà, c'est ça, c'est ça. Mais ce que je trouve quand même sympa, c'est que tous mes invités acceptent de se prêter au jeu. C'est jamais Oui. arrivé que quelqu'un me dise non, non, Bah, je vais être ridicule, je C'est sais un pas mauvais coup de jouer. cher pour refuser ça. Bah écoute, J'ai essayé de pas trahir ce que tu disais sur Twitter, Jean-Michel. Oui. J'espère y être arrivé. Je vais passer le message sur Gisèle Halimi, parce qu'effectivement, c'est attention ton micro. un petit peu une honte. Et voilà. Ah. Ah ben déjà, il y a du rythme là. C'est bien. Voilà, ouais, Mario. Mario. Alors, on est. Ouais. Mais à un moment donné, il faut vraiment qu'on regarde, Nico, comment lancer un multi en ligne pour jouer avec les viewers aussi. Ça pourrait être sympa. Alors là, tu choisis un personnage qui t'inspire. Avec ta petite manette. Tu navigues comme ça et puis. Ah, c'est moi qui le Ah choisis. oui, oui, oui. Et attends, là c'est tout. Avec ton petit joystick là. Oui, oui, d'accord, mais. Ah, c'est que vos manettes sont pas activées. Appuyez sur les deux boutons là. Voilà, c'est ça, les deux là-haut en même temps. Ah, les deux là. Là, Là, là prends-la comme ça. En horizontal et tu appuies sur les deux qui sont là. Ah, les deux. D'accord. Et alors là, j'ai la main du coup, attends. Là, c'est pas moi qui ai la main. Là. C'est Philippe, non? Attends, essaye, Philippe. Qui a la rouge? Ah, j'ai pas la rouge. Mais évidemment, quelqu'un là, c'est Jean-Michel qui a la rouge. Tu peux bouger là? Non. Ce bouton-là. Ah, Essaye. c'est là? Non. Si, là tu as choisi. Voilà. Là tu as choisi Mario. Si tu veux changer, tu appuies Ah bon. là. Et là, tu peux te déplacer. Ouais, d'accord. Si tu veux pas Mario. Et toi Mais je Philippe, comprends pas. Comment est-ce que je me déplace sur moi? qu'est-ce qui se passe là? Elle n'est pas connectée la orange, Nico. T'en as pas une en bas Ah, la bleue. Elle est là-bas, Philippe. Attrape la bleue. Fais attention à ton micro devant. On est parti. C'est Je pense que c'est Attends, moi j'ai celle-là pas qui- compris là après. Donc J'ai là, rien pigé là. attends. Je pense que Jean-Michel va pas aller sur Twitch tout de suite. Alors la mienne, pour la connecter, il faut que j'appuie. Ouais, Voilà. J'ai un C'est problème, non? Hein? Attends, je te la prends. C'est bon? Non, t'es toujours pas dedans. Non, je suis pas dedans. Attends, on voit le bleu. Moi, je suis jaune là. Toi, tu vois. On est tous bons là? Qui a fait une capture? Moi. C'est complètement con. Attends, je suis revenu en arrière. Là, Ah, attends. là t'es dedans, Philippe? Non. Et si, tu bouges là. Ah, c'est moi? Oui, toi, Oui, t'es je suis le dedans, rouge, déjà. moi, pardon. Voilà. Ok, je suis le rouge. Ouais. Celle de Jean-Michel, par contre, ça m'a. Si, celle l'a choisie. Ouais, c'est toi qui l'avais bougé là? Ah, j'imagine que oui. Non, moi j'ai le contrôle de rien du tout. Ah si, là j'ai... Putain. T'as le contrôle de la rouge maintenant. Non, c'est toi qui la bouge, non? Non, non, c'est toi. C'est hallucinant. Bon, ami Vas-y. Twitch, c'est pas Hein tout de suite. Hein. Ah, j'ai beau appuyer sur plus, je sais bien, mais. Quoi? Ok. Et moi pareil? Philippe, vas-y. L et R. Là. LR, c'est ça. Ouais, les deux en haut. Ouais. Sinon, je vais activer celle-là. hein. Là, on n'a pas réussi à convaincre Jean-Michel de jouer encore. Ah, je sais pas Ouais. si moi je veux bien jouer, mais je sais pas. Si, la sienne, elle est activée. La mienne, elle l'est. Ouais, elles sont détectées comme deux, mais c'est lesquelles? Attacher la console, la manette est-elle synchronisée? Avec celle-là? C'est moins facile que la politique, hein, Jean-Michel. La 5ème République, c'est plus simple que. Bah, viens prendre les commandes, Nico, ça ira plus vite. Ouais, je pense qu'il faut Hein, un ça, expert. ça sera encore plus simple. Ouais. Ouais. Tiens, je te donne ça. Ah oui, d'accord. Bravo. Allez, L plus R. Merci. Là, j'appuie sur les deux? Ouais.
Ok. Ah, putain, C'est bon. Et voilà, Là, c'est bon. On est bon. Ok, Alors, on est parti. Ah non, j'ai refait manette. Champion du monde. Je suis où là? Allez, c'est parti. Et là, normalement, chacun peut bouger. Ça marche pour tout le monde? ouais. Sauf pour moi. Ah, c'est. Je suis sélectionné, ouais. c'est comment bon, est-ce qu'on je peux sélectionne choisir. après, là Je suis celui-là. Voilà. Allez, on est bon. On va y Ah, arriver. il y a encore moins là. Ouais, celui-là, Qui est de je- droite, qui est de gauche. Superbe. Donc là, vous choisissez, en allant vers le haut ou le bas, votre véhicule. Là, le véhicule, attends. Là, tu vas être gêné par la caméra. Je suis gêné par la caméra. oui. On t'a mis- Comme on sait que tu es super bon, on t'a mis un handicap. Ça s'appelle en jeu vidéo. Ah, et pourquoi est-ce que quand je fais ça, ça choisit pas, mais ça passe de l'autre Si, côté? c'est parce que tu peux aussi choisir ta roue et Bon, ton aile, d'accord. mais je te conseille d'enchaîner. Encore un coup. Voilà, d'accord. Allez. Là, hop, hop, hop. C'est parti. Et Donc ouais. tu vas être en bas à gauche, dans l'axe de la caméra, donc comme je te dis, avec un handicap. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. M'en fous, je vais gagner. Et, alors, et du coup, Ah oui, donc tu as Ouais, c'est ça, pas- droite-gauche, Ouais, là pour accélérer, ouais. ici pour lancer les armes que tu vas récupérer. Bon, j'ai pas bien compris. Enfin, les armes, j'ai pas compris. Mais Il y a le des- reste, j'ai compris. Il y a des caisses sur la route avec des points d'interrogation qui vont te permettre de récupérer des bonus, Ah, des armes, Ouais, et tu peux récupères les avec envoyer sur les autres. ça. Et moi, je suis où, là alors Bah t'es en bas à gauche. Hein? Si je me trompe pas, tu es en bas à gauche. En bas, là. Vérifie, elle fait un petit paf-paf. Et on n'est pas forcément sur un Et après, circuit accélérer super. comment? Ah bah là en appuyant sur le bouton où tu appuies là à fond, tout le temps. Et donc quand tu récupères un bonus, ton index de gauche, là tes carapaces, tu peux les envoyer avec l'index de gauche sur les autres. Ouais, écoute, je suis pas gagné. Hein. Oh, t'es 9ème, ça va pour un Je suis début. deuxième, avant. 9ème. Qui c'est qui est en tête, c'est toi? Oh, je suis 2ème. Philippe est 6ème. Ouais, parce qu'on est bien, on n'est pas que 3. Non, il y a des bots. Ouais, Des faux joueurs qui sont avec nous. Comment est-ce qu'on accélère? Là, oui, appuie là. Là, ça ouais, le A, voilà. Petit détail, comment je fais pour actionner une arme? Index de gauche. Ta gâchette, index de gauche. Des détails. Ah! Fudge. Alors Philippe, la première fois qu'il est venu dans l'émission, il m'a raconté qu'il était super bon à Mario Kart. Mais Ouais. sur Il s'est mobile. fait, Sur téléphone, il s'est fait assassiner, puis ensuite il a dit mais je comprends pas. Et tout. Ouais. Et je lui ai dit mais tu joues où? Et il joue sur téléphone. Moi, je suis comme les gamins, je joue sur téléphone, hein, les enfants. Je joue pas sur les consoles, là, les autres trucs comme ça. Allez, allez, hop Vous êtes anti, dis bien. Et alors, ça dure quoi? 3 jours? On dirait les amateurs de Clémenceau. Ça dure 3 tours. Voilà. On sent que Jean-Michel est assez conquis, là. Je pense que tu vas rentrer directement C'est ça. t'acheter une console. Une PS5. Demande une PS5, Jean-Michel, te laisse pas faire. D'accord. Ça prend Ouais. du temps pour en trouver. Hein. Ça prend beaucoup. Ouais. Ça m'a pris 3 mois. 3 mois. Ouais. Mais peut-être Ouais, qu'en mais- faisant jouer tes connexions à l'Elysée. Je vais Ah, bah, téléphoner ça. à mes copains ministres. Et ben voilà. Mais oui, mais Évidemment. au fait, Ouais, ouais, ouais. je ne sais même pas qui a récupéré le numérique de Cédrico. Hein, je me sens. Ah, je sais pas. Je sais plus. Ça C'est une bonne question. Ou c'est peut-être comme le logement, il n'y a plus personne. Ouais, C'est une vraie bonne question. Ouais. Non, il y a Ouais, quelqu'un. Non, je crois que ça n'a pas été encore désigné. Bon, j'avoue que je m'y intéresse pas beaucoup puisque le ministre lui-même s'intéresse qu'aux licornes Aïe. et que nous on est ce qu'on appelle une tech for good et ce qui nous intéresse c'est pas le pognon mais c'est l'impact. C'est pas le genre de truc malheureusement qui intéresse beaucoup le gouvernement. Enfin, sauf quand ils nous avaient fait leur événement Tech for Good, sauf que les invités c'était le patron de Facebook et de T'es Google. déjà parce qu'ils ont fait appel à vous pour le grand débat quand même. Oui mais là c'est différent, c'est parce qu'il leur fallait une plateforme de consultation. Ah, Donc, t'as on est- participé au carnaval? bah, c'est nous qui l'avons fait. Ah, La plateforme de consultation. d'accord. La consultation des retraites, la loi Egalim. Ah, Ah, il fait pas semblant de bosser, des fois il bosse. Faut Ouais, pas que je joue je aux fais jeux pas que je vidéo. joue à Mario Kart. d'accord. Et qui Fini. c'est qui gagne là de nous trois? Bah, je finis deuxième là. Ouais, c'est Et forcément moi, je vais Cyril. être troisième, c'est ça? T'es 11e de la course, mais 3e de notre défi. 6ème. Allez, hop. Alors là, utilise ton bonus là, il est fabuleux celui-là. Qui, moi? Oui. Ah, avec comment Vas-y, je vas-y. gagne le bonus? Ton index Gâchette de ta gauche. gâchette en haut à gauche, avec ton index. Ta gâchette de gauche, De gauche.
Voilà, ça permet d'aller à fond la caisse. Ah, bravo. Et voilà. Oh putain, quand même. Et alors, du coup, Ah, tu es dernier. je suis où là? Bah 12e, tu vois. Ah, Wario. 12e. Ah oui, Ah oui, ouais, très oui. bien, très bien. Voilà. 12e sur 12. Très bien. Bon, ben voilà. Hein. Bon, c'est ce qui se passe quand on débute en général. Ouais, hein. ouais. Bon, eh ben écoute, merci d'avoir. Ben, merci à vous. De te prêter, C'était très sympa. prêter au jeu. Littéralement, pour le coup. J'aurais joué C'est ça, Mario Kart. à Mario Kart. Et puis, Donc c'est fini là? oui, on va te rendre ta liberté. Oui, on va pas pousser plus loin le défi. Quand il y a des professionnels du jeu, bah, On fait généralement, une deuxième partie. on enchaîne. En général, c'est en 4 manches. Ah Parce que celui qui n'a pas fini devant veut pas partir comme ça. Donc, On a fait ça on avec peut- Pierre Pierson la dernière fois que je suis venu, Ouais. quand il était encore député. Et c'était qui? Sacha Houlier. Mm. C'est Sacha Houlier le plus fort, hein, je crois. Ah oui, il arrête Oui, le Mario Pierson, Kart. là, hein. Oui, oui, Pierre Persson, il arrête, je crois qu'il veut rejoindre le privé, mais il en avait vraiment marre depuis un moment. Il se bat pour les. Il s'est pour le- embêté? Non, il se bat. Il a mené beaucoup de combats très difficiles pour la crypto, et je pense qu'il avait le sentiment que ça allait un peu lentement. Oui, je crois aussi qu'il y a eu quelques petits combats internes quand même. Il devait prendre la tête de LREM, ça s'est pas fait. Voilà. Il a été devancé par Stanislas Guérini, donc c'est un peu comme Julien de Normandie, tu vois, c'est des batailles perdues. Mais il y avait aussi une vraie lassitude, parce que moi je l'ai connu comme député spécialisé de la tech, il y avait aussi une vraie lassitude pour le coup d'expliquer la tech à des gens qui voulaient vraiment manifestement pas la comprendre, voire qui refusaient carrément la logique de la discussion sur les cryptos. Parce que moi j'ai travaillé sur la communication d'une crypto-monnaie, donc on est allé le voir et on a discuté. Il comprenait très bien le point de vue qui n'est pas subversif, au contraire, parce qu'avec la crypto-monnaie, tu as une vraie traçabilité des échanges, tu peux retrouver. En fait, c'est le meilleur allié de TrackFin quelque part. Mais c'est pas perçu comme ça en France, et je crois qu'à force de faire des combats comme ça, d'être perçu comme le Benjamin de l'équipe, celui qui s'intéresse aux jeux vidéo, Il s'est épuisé, aux quoi. trucs pas sérieux, je crois qu'il s'est Ouais. un peu fatigué. Ouais. Puis après, bon. D'ailleurs, je lisais un article la semaine dernière, la plupart des députés qui étaient considérés comme ayant une bonne connaissance du numérique ne se représentent pas. Non, ils partent. Parce que tu as trop peu de. C'est un peu le vieux monde de l'Assemblée. Mais oui, je non, pense c'est par parce rapport à ce que je disais tout à l'heure, Parce sur qu'ils son veulent des résultats, fonctionnement. résultats rapides aussi. Ils sont comme toi, Oui. ils ont envie que ça. Oui. Ils ont envie que ça aille vite. Ils sont habitués à des univers où ça va vite. Ils se retrouvent dans un univers C'est lent. pour avoir la moindre décision. Et encore, pendant la Covid, c'était extraordinairement rapide. Notamment Bercy, ça a été fantastique, mais c'était une circonstance extraordinaire. Et puis une assemblée, c'est un vieux monde, pour reprendre ce que tu disais. C'est le vieux Je monde. comprends. C'est une assemblée, la représentation, c'est un vieux truc. Oui, oui. Aujourd'hui, on a envie de quelque chose de direct. Ouais, Donc, de plus C'est ça, c'est ça. et de plus rapide du Plus, coup. oui, plus bien sûr. interactif, effectivement. Oui, où, c'est ça. Tu vois bien aujourd'hui, tu dois le voir toi à travers les réseaux sociaux. Ouais, tu bien veux sûr. contacter quelqu'un aujourd'hui, avant il te fallait au minimum son numéro de téléphone, son adresse, quelque chose. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux, tu envoies un message en DM, sur Insta, Alors, sur Hugo nous Twitter. précise que c'est le maire qui récupère le poste, pour l'instant, je pense. Mais alors, je ne sais pas pourquoi Hugo Cédric. Couturier dit Jean-Michel est notre NDA à nous. Alors ça, je trouve Notre pas, Nicolas Dupont-Aignan. je à trouve nous. pas ça sympa quand même, Hugo. Enfin, Non, franchement. c'est vrai, c'est pas très. Franchement, c'est pas. Tu aurais dit Jean-Michel est notre Mbappé à nous. Bon, ça, d'accord, mais notre NDA, enfin, non. Non, mais quoi. 12e à Mario Kart, la dernière fois que je suis venu, j'ai terminé 12e. Maintenant, je suis 6e. Et je pense que si je Ah fais ouais. l'inviter assez souvent, je vais terminer. Allez, pas premier, parce que ça, c'est forcément le patron, mais au moins 2e. tu vois. Ouais, Déjà ouais, 12e, c'est très Alors, bien pour une par- première par- Non, mais tentative. Cyril, il t'invite à un jeu où il sait qu'il va être premier à chaque fois. Tu vois, Ouais, c'est ça qui, Ouais, c'est ça c'est qui est pas vrai, pervers. je me suis fait battre. Toi, t'es je un l'ai vrai, dit, t'es un vrai, je me suis fait battre par des t'es un vrai députés. Non, politique. mais par contre, là, je vois un truc super intéressant, là, Ludo 06700, là. À quand une assemblée numérique de citoyens avec Purpose? Ça, on pourrait le faire, en fait, en vrai. Oui, On pourrait, sur chacun des projets de loi, avoir 577 citoyens tirés au sort à qui on ferait voter les articles du projet de loi. Ça serait Une marrant. petite dernière question pour la route. Pour voir ce que ça produirait. Blanquer qui se prend de la chantilly, demande kit 3 liquide, ça te... Est-ce que ça a fait rire au gouvernement? C'est ça, le Est-ce jeu, que hein toi ça te fait rire? Est-ce que ça, Ah, moi, ça m'a pas fait rire, non. C'est une D'accord. violation. est-ce que C'est ça une fait rire au violation gouvernement de l'intégrité physique. C'est toujours Ouais, un ouais. problème. C'est toujours dangereux. Celle de pas Blanquer encourager ça. ou de C'est n'importe qui kiwi, d'autre. pardon, kiwi. J'avais pas vu que c'était kiwi, comme on prononçait ça kiwi. Mais alors, Hugo dit je me suis fait engueuler dans mon école de journalisme à cause de vous. Bah, pourquoi? Ah, je la connais, moi, l'histoire. C'est parce que vous étiez parrain de sa promo, un truc du genre. Hugo? Ouais. Non, j'ai été parrain de jamais aucune promo. Eh ben, c'est ça l'embrouille, en fait. C'est que l'école avait annoncé que, il t'avait contacté pour dire que, et tu lui avais répondu que tu n'étais parrain de rien du tout. Je crois que c'était un Ah truc non, comme non, ça. moi, personne ne m'a jamais proposé d'être parrain.
Ah ouais, Moi, j'aurais On adoré t'a jamais enseigner. proposé d'être parrain d'une école? J'aurais adoré enseigner, moi, dans une école Moi, de j'étais journalisme. au centre de formation des Ah bah alors journalistes. là, Toi, demain, t'as on fait- met ça toi, sur t'as fait Twitter, une autre tu vas école. recevoir 200 Toi, demandes. tu as fait une autre école. Je vois, tu as fait Moi, j'ai fait Bordeaux. T'as fait Bordeaux. Moi, j'avais fait Paris à l'époque, Le CFJ, t'as fait. de CFJ, et on avait 2 leçons, des leçons inaugurales, et j'avais été frappé de l'intelligence de l'école. Au moment où je l'ai vécu, ça m'a paru bizarre et agressif et désagréable. Ils avaient fait venir Edoui Plenel sur le devoir de comment savoir s'arrêter quand on est journaliste, comment ne pas aller trop loin. Et ils avaient fait venir Bernard Pivot sur la question de la provocation. Je m'étais dit, on aurait dû faire l'inverse. On aurait dû mettre Edoui Plenel dans l'art de la provocation et Pivot dans... Ça comment- Ça aurait pas été mal, oui. Ouais. Ouais, et ils ont échangé, je trouvais ça intelligent. Et effectivement, il y a des parrains de promotion. Alors, écoute, C'est rigolo. c'est un appel qu'on lance. Alors, Ouais, Jean-Michel ouais. Apathy, Non, t'aimerais être maintenant, parrain de promotion d'une école de maintenant c'est journalisme. trop tard. Pourquoi Ah, pourquoi? Parce que j'ai modifié mon rapport au journalisme avec le temps, mais j'aurais adoré enseigner. Maintenant, c'est trop tard. Je n'ai plus envie maintenant. Tu veux pas Mais enseigner à Sciences Po comme tout le monde? Non, j'aurais adoré enseigner, ouais. Mais maintenant, non. Tout le monde. Maintenant, il Tous faut que les- j'écrive des j'adore. livres. Tous Donc les j'ai- journalistes pareils. Oui, Oui, il il veut veut écrire écrire un un livre, livre, t'as compris, un livre à 3 millions de... Et il va falloir te retirer Non, pas du tout. monde pendant un moment. Tu écris vite? Ouais, non, c'est pas le problème, c'est d'avoir les idées claires, le problème. Ouais. C'est ça le problème. Et dans la période, avoir les idées claires, c'est ça qui est compliqué, parce que le reste, c'est comprendre comment ça marche. Moi, j'ai une newsletter, j'ai pas pu écrire pour l'instant sur le deuxième tour de l'élection présidentielle. J'ai pas encore les idées claires. Je sais pas comment ça va aller. J'ai pas envie de raconter des trucs pour les raconter, d'abord parce que je fais ça pour me faire plaisir. Mais du coup, je trouve que la période elle est difficile à comprendre. Moi, je crois que c'est plus désespéré. Je pense que je suis pas capable de faire ce que j'ai envie de faire. Écoute, essaye. Il faut essayer. Ah voilà, oui, faut ça. essayer, ouais. On a retrouvé un manuscrit de Céline, tu vois. C'est un best-seller maintenant. Mm. Écrit. Un jour, on Quel- exhumera un vieux Peut-être manuscrit de posthume, Jean-Michel peut-être Apathy. posthume à 3 millions. Moi, ça me choque un peu. Comment Céline. Ah Ouais. oui, qu'on ait retrouvé le manuscrit, tu veux dire? Bah, de faire la promotion de Céline comme ça, c'est formidable. Oui, je suis d'accord. D'abord, j'ai jamais trouvé que c'était formidable, moi, Céline. N'engage que moi. Ah, moi, j'aime bien la littérature de Céline. J'aime bien l'écriture, mais c'est vrai que c'est un antisémite Ah ouais. et un collaborateur. Pour dire les Aujourd'hui, si Alain Soral avait du talent, on l'éditerait? choses. Non, mais la question se pose moins parce qu'il n'en a pas, en l'occurrence. Tu pourrais Ça te nous poser la permet question. de- Ça nous permet d'éviter les prises de tête. Oui. Mais tu pourrais avoir une prise de tête sur Welbeck si Welbeck allait trop loin. Pour l'instant, il est dans le domaine. En tout cas, moi, Céline, des livres ont été édités, c'est fait, on lit, bon, très bien. Mais réédité aujourd'hui, tout ça s'est fait sans beaucoup de questions. Ah, quelle chance, on a un inédit de Céline. Ouais, c'était quand même une salope intégrale. Ouais, bon. On aura commencé et fini sur le wokisme. Sur le wokisme. Ben, merci beaucoup, Jean-Michel, en tout cas, du temps. Et puis de Twitch, t'as vu? Merci. Bah, merci beaucoup. Non, je voyais C'était sympa. Hugo Couturier, qui est décidément très prolixe. Ouais. Vous aviez répondu 21 avril à bon. Oui, c'était l'histoire de l'invitation par son école avec un espèce de quiproquo manifestement. Ouais. Bon, les Bon, amis, merci donc à tout ouais, le monde. Hein. les amis, il est tard. Merci d'avoir veillé si tard. Ouais. Alors, On vous Kiwi- dit. Kiwi on vous parlait dit- des Gilets jaunes, je veux juste répondre sur les Gilets jaunes. On n'avait pas eu de censure des Gilets jaunes. Cyril Hanouna les a invités en plateau. Après, ils ont été sur toutes les chaînes info, donc ça Ah oui, ils ont été invités, oui, beaucoup. a Oui. invité à beaucoup. Mais Ça ils a ont mis été un peu de invités temps à dans un démarrer. rapport eux-mêmes, ils étaient très critiques vis-à-vis Oui, ils ont beaucoup refusé aussi. des au médias. départ. Ouais. Oui, ou en tout cas, ils ont beaucoup critiqué les médias. C'est les seuls manifs qui ont été devant des sièges de médias agressifs. Hein. Donc, bon. Hmm. Bon, Les amis, bonne À soirée, bientôt. bonne soirée à À l'année tous. prochaine. Et rendez-vous demain donc avec Hugo, midi 14h pour Midi au Perchoir, donc la quotidienne de Purpose. Ciao, bye. ciao, ciao.